Super, ça apparaît. Bonjour à toutes et tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle formation. Je vous rappelle les quelques règles en la matière. Et avant toute chose, je tiens, ou j'espère plus exactement que vos proches et vous allez bien. Je tiens également à remercier tant le service de la formation que le service communication de l'Ordre qui nous permettent de réaliser ces formations sur Zoom de façon distancielle pendant cette période de confinement et également vous dire que l'ensemble de services de l'ordre, les membres du conseil et évidemment le bâtonnier et la vice-bâtonnière sont à votre entière disposition pendant toute cette période que l'on sait particulièrement difficile. Ce qui est certain dans le cadre de cette formation, c'est que eh bien, vous allez avoir une présentation qui va vous être faite par Clémence Amara-Betati et Alexis Debord sous la modération d'Éric Lequelennec, qui est membre du conseil en exercice, pour pouvoir poser des questions, puisque dans le cadre de nos webinaires, il est impossible de vous faire intervenir en vous donnant la parole individuellement. Ce que je vous propose, c'est de poser vos questions sur le petit module Q et R. Soit il y sera répondu directement, soit on sélectionnera les questions afin de les poser à nos intervenants à l'issue de la formation. Je vous souhaite une excellente formation et je cède la parole à notre modérateur, Éric Lequelennec. Merci Yannick, bonjour confrères, bonjour à tous. C'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous avons avec l'incubateur pris le parti pris d'avoir un thème qui évidemment nous concerne tous, c'est savoir comment redémarrer et bien redémarrer dans nos cabinets dès le 11 mai, puisqu'on a maintenant cette date de déconfinement connue. Ce qui est certain, c'est que l'Ordre vous a déjà accompagné sur cette période du confinement. Vous avez bénéficié d'un vadémécum qui a permis d'avoir quelques informations très utiles sur le maintien de votre activité, la continuité d'activité, que ce soit en matière de conseil que aussi bien d'informations sur les différentes juridictions. Aujourd'hui, il s'agit évidemment de voir concrètement comment vous allez pouvoir accompagner vos clients dans leur reprise d'activité tout autant que la vôtre. Car certains ont déjà réfléchi sur la question, et je pense notamment à Daniel et Richard Susskind, et on voit bien que c'est maintenant que se prépare évidemment ce déconfinement et que vous allez finalement non seulement fidéliser votre clientèle, mais aussi la développer. Et c'est sur ces deux axes que Clémence et Alexis vont vraiment très concrètement vous montrer comment le faire et bien le faire. Je vous laisse tous deux vous présenter et ainsi que rappeler les objectifs de cette formation. Okay, bonjour à tous. Ravi de renouveler cette expérience de formation à distance organisée par l'Ordre. C'est toujours un plaisir de pouvoir rencontrer plusieurs centaines d'avocats, de partager un petit peu les méthodes, les approches, les réflexions qu'on a également au sein de l'incubateur du barreau de Paris. Et c'est dans cette veine-là qu'on a construit cette formation avec Clémence aujourd'hui. Donc effectivement, Eric, tu le disais, l'objectif, c'est véritablement d'essayer de vous aider à préparer le jour d'après, ou plutôt les jours d'après, puisqu'on comprend qu'effectivement, même s'il y a une date, le 11 mai, qui est un horizon qu'on entrevoit, on a bien conscience qu'on sera encore dans une certaine forme de brouillard et qu'on n'en sortira pas immédiatement, parce qu'il y a encore énormément d'aléas, d'incertitudes, bien sûr pour vos cabinets, mais également pour l'ensemble du monde économique. En fait, les deux sont liés, social et économique. Donc, on va essayer, comme la semaine dernière, d'avoir un regard optimiste sur toute cette crise, un regard qui va vous donner des clés, des armes pour pas perdre espoir, pour aller de l'avant et pour essayer de repenser la manière dont vous organisez vos activités et la manière dont vous allez demain vous vendre sur un marché du droit qui va avoir bougé, qui s'est transformé, alors qui s'est transformé en lien avec la crise, mais qui se transforme aussi de façon plus durable, parce qu'on se rend compte que cette crise de Covid a un impact sur l'accélération des transformations. Et bien sûr, il y a des choses qui
conjoncturelles liées à la crise, mais il y a des choses, des éléments qui vont rester après la crise, puisque c'est simplement une accélération d'événements, de tendances qui, dans tous les cas, se seraient passées. Alors, 3 grands objectifs voilà, pour aujourd'hui. Donc, le premier objectif, ça va être d'essayer de vous transmettre des clés pour créer les conditions d'une adaptation de votre activité dans le contexte actuel. Alors, c'est très ambitieux, on n'est pas des prospectivistes, hein, ni Clémence ni moi, on n'est pas comme Richard Susskind. En revanche, on voit des tendances, on applique des méthodes et on va essayer de vous les transmettre. Et donc, au-delà, et le fait de vous les transmettre va vous aider à créer des conditions pour adapter vos activités et ne pas être complètement dépourvu face à la crise. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, bien sûr, c'est que si on veut être capable d'anticiper, de se positionner sur un marché qui change, il faut être capable de comprendre ce qui change en termes de besoins et éventuellement de détecter des opportunités ou des tendances qui vont vous aider à réorienter le positionnement de votre cabinet. Et puis enfin, en troisième lieu, c'est très bien, vous avez identifié ces tendances, vous avez une intuition sur de nouveaux types de services qu'un cabinet d'avocats pourrait fournir, de nouvelles formes d'accompagnement à donner, à transmettre à ses clients. Mais comment on va vendre ça? Et là, la vente est quelque chose d'assez contre-culturel dans la profession, puisque vous pouvez faire de la publicité seulement depuis 5 ou 6 ans, en 2014, décret d'application 2015, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, du coup, on a forcément pour vous vendre ces contre-culturels. Donc, on va essayer de vous donner, alors l'objectif, c'est pas de faire de vous des commerciaux à la Jean-Michel Convenant, hein, et j'espère qu'il n'y a pas d'homonyme Jean-Michel Convenant parmi les personnes qui suivent la formation. L'idée, c'est véritablement de vous aider à vendre une expertise et pas vendre, bien sûr, n'importe quel type de produit. Aujourd'hui, vous vendez du droit, vous avez une certaine posture dans la société en tant qu'avocat, on attend, le justiciable attend de vous un certain nombre de choses. Donc, comment vous pouvez valoriser ces expertises pour tout simplement vous rendre plus accessible et puis quand même réussir à capter une clientèle. Alors, plusieurs temps dans la formation d'aujourd'hui. Un premier temps d'introduction que vous présentera Clémence sur cette crise Covid. Donc aujourd'hui, évidemment, les cabinets, comme de nombreux acteurs de l'économie indispensables, sont mis à l'épreuve et doivent faire preuve de ce qu'on appelle la résilience. Et l'impact de cette crise étant excessivement fort, évidemment, cette résilience doit être hors du commun. Et c'est quelque chose que Clémence va vous expliquer dans le détail. Ensuite, on va travailler sur l'analyse des tendances du marché. Alors évidemment, on ne peut pas être exhaustif sur cette analyse de tendance. L'impact de la crise Covid est énorme, il touche quasiment tous les secteurs d'activité. Donc nécessairement, le marché du droit se transforme de manière radicale sur de nombreuses problématiques. On a essayé d'identifier les plus évidentes. Bien sûr, c'est vous, avec vos expertises ensuite, et la précision et la connaissance experte du marché, d'aller identifier des tendances spécifiques. Aujourd'hui, on est là pour vous ouvrir des portes et vous donner des méthodes pour pouvoir y répondre. Justement, c'est l'objectif de la partie 2, c'est ces méthodes. Je vais vous transmettre, alors ça, c'est des méthodos qu'on utilise énormément au sein du programme d'incubation de l'incubateur du barreau de Paris. Ce sont des méthodos qui vont vous aider à penser des offres de services très orientées autour du client. Et donc, pour ça, on utilise des canevas. J'aurai l'occasion de vous en parler, de vous les présenter. Alors, très brièvement, parce que hélas, on n'a que 2 heures. C'est une formation qu'on pourrait faire en 4 sans problème. Et puis enfin, parce que c'est très bien de parler macro, de vous transmettre des méthodes, mais le gros point de douleur qu'on a systématiquement et que j'ai pu constater sur toutes les formations que je peux animer depuis plusieurs années, systématiquement, c'est OK, mais je ne me sens pas vraiment concerné, mon cabinet ne fonctionne pas pareil, ou je ne vois pas exactement à quoi ça pourrait ressembler. Donc on a décidé de prendre 4 cas d'usage et on va vous présenter 4 mini-offres de services qui sont ces cas d'usage et qui vont venir appliquer les méthodes qu'on va vous montrer dans la partie 2. Voilà, alors sans plus attendre, Clémence, je te laisse te présenter, passer la main également, te présenter et prendre la main sur l'introduction plutôt. Merci Alexis. Bonjour à tous, merci d'assister à ce webinaire avec nous en cette fin de journée. J'espère que vous allez bien et vos proches aussi. Comme vous le disiez Eric et Alexis, donc le thème de la formation d'aujourd'hui, c'est donc le jour d'après, comment anticiper le rôle de l'avocat au moment de la reprise de l'activité. L'idée, c'est pas du tout de vous brosser un sombre tableau, bien au contraire, on est là pour être très positif. Mais pour autant, il ne faut pas avoir peur d'examiner la situation avec lucidité. Et ce qu'on peut dire, c'est que la profession n'a pas été épargnée dernièrement. Et aujourd'hui, évidemment, a fortiori avec cette crise.
Une partie des cabinets avait déjà été fragilisée par notamment les 2 mois de grève à cause de la réforme des retraites. Et aujourd'hui, on a donc cette crise économique et sanitaire qui va donc avoir et qui a un impact sur nos cabinets. Encore une fois, à des échelles très différentes, en fonction des structures et en fonction des domaines. Pour autant, l'intégralité des cabinets sont concernés et c'est ce que vous projette Alexis. Donc, il y a un article qui est sorti ce matin, qu'on voit sur les Échos, les avocats au bord du gouffre, en appel au gouvernement, puisqu'effectivement, beaucoup de cabinets d'avocats sont dans une situation qui est très compliquée. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est vous aider à anticiper et anticiper surtout la reprise de l'activité au moment du déconfinement. Et en préparant cette formation, c'est ce que vous disiez Alexis tout à l'heure, il y a un mot qui est revenu, qui a été employé par le président de la République Emmanuel Macron, qui est celui de résilience. Alors, la résilience, qu'est-ce que c'est? La résilience, c'est un terme français qui vient du latin resalire, qui veut dire rebondir. C'est un terme qui est très utilisé dans les pays anglo-saxons, mais assez peu en France. Il était surtout utilisé en matière d'agronomie. On parlait d'un sol résilient après une inondation ou un feu, où vous avez effectivement une faune et une flore qui va renaître. Donc la résilience, qu'est-ce que c'est? C'est reprendre un nouveau développement après une altération de son environnement. Et c'est exactement ce qu'on veut vous aider à faire ici. Puisque dans nos cabinets, on subit aujourd'hui cette crise de plein fouet et ce qu'il va falloir, c'est trouver des facteurs de résilience pour nous maintenir. Et ce qui est compliqué, c'est de déterminer donc ces facteurs. La résilience, ça va être pour la profession d'arriver à être assez agile, d'être assez flexible et d'accepter de changer éventuellement nos outils, nos modèles, nos services, notre rapport aux clients. Donc ici, ce qu'on veut, c'est vous aider en vous transmettant des conseils et des méthodes pratiques pour déceler éventuellement des nouveaux besoins de droit, mieux présenter vos services, communiquer de manière subtile pour essayer de vous démarquer et surtout analyser votre activité au regard de cette crise. Et donc, on va se poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce que la crise peut changer dans votre proposition de service ? Qu'est-ce que ça va changer dans votre exercice? Qu'est-ce que ça a déjà changé dans votre exercice? Est-ce qu'il faut le maintenir? Est-ce qu'il faut, au contraire, l'améliorer? Et donc, on arrive à ces 3 points, plus concrètement pour les avocats. Le premier point, ça va être de s'adapter en interne. Donc, modifier ses habitudes de travail, son organisation et sa production. C'était essentiellement l'objet de la formation et du webinaire de la semaine dernière, que vous aviez vu pour ceux qui étaient présents avec Alexis et avec Mathieu. Il y a 2 modifications, la modification de vos outils et la modification de vos méthodes de travail. Puisque la crise sanitaire, le constat qu'on a fait, c'est que ça a été un catalyseur de votre transformation digitale. Il y a une partie des cabinets d'avocats qui, pendant longtemps, ont été réfractaires à cette transformation digitale ou qui avaient plus de difficultés parce que, encore une fois, c'est difficile de changer ses habitudes de travail. C'est très variable en fonction des structures d'activité et de vos domaines d'activité. Mais là, qu'on le veuille ou non, la crise a nécessité et a provoqué en fait ce changement contraint et forcé. Et donc, il y a eu une modification de vos outils avec effectivement cette capacité à télétravailler où pour beaucoup de cabinets qui n'étaient pas forcément favorables, ils ont pu constater que ça fonctionnait. Avec des nouveaux outils, on a pu continuer, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, à organiser des réunions, des rendez-vous. Donc, modification, encore une fois, des outils, mais aussi de nos habitudes de travail, puisqu'on a modifié un certain nombre de méthodes et on a appris à travailler différemment. D'abord, par exemple, en mettant en avant la prévention. Je ne sais pas si vous avez pu le constater, mais dans un certain nombre de domaines d'activité, par exemple en droit de la famille, vous avez beaucoup de cabinets qui ont fait de la prévention en publiant des articles, par exemple, pour prévenir tout ce qui était violence intrafamiliale. Donc, cabinet de droit de la famille, cabinet de droit pénal. Mais aussi en droit du travail, avec toute la réglementation qui est sortie, on a fait beaucoup de prévention. Donc ça, c'était aussi une modification. On avait peut-être moins tendance à le faire auparavant. On a mis aussi en avant d'autres méthodes de travail avec la négociation, les médiations,
les modes amiables de règlement des conflits, puisque dès lors que les tribunaux étaient en partie quasiment fermés et arrêtés, évidemment, on ne pouvait pas aller au contentieux, donc on va mettre en avant et on va privilégier ces méthodes de travail. Donc, de type de modification. Donc, s'adapter en interne, c'était ça. Ensuite, s'adapter en externe. Donc là, c'est analyser et comprendre les grands enjeux de l'impact de la crise sur la société, l'économie, pour revisiter son positionnement stratégique et sa proposition de valeur sur le marché du droit. Donc ça, on rentrera plus dans le détail tout à l'heure. C'est de vous dire que cette crise, en réalité, dans certains domaines d'activité, on va voir qu'il y a probablement des domaines, des questions juridiques qui vont se poser, des nouveaux marchés qui vont s'ouvrir et des domaines d'activité dans lesquels, justement, il va y avoir une recrudescence d'activité. Et troisième point, c'est la stratégie de relation client qui va forcément être impactée pour engager donc à long terme avec vos clients et vos prospects et renforcer une relation de confiance à long terme. Donc ça, c'est les 3 points. Et encore une fois, on rentrera plus dans le détail sur le deuxième point juste après. Donc on va passer, si vous le voulez bien, à la partie analyse. C'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, Alexis. Donc ça, c'était le deuxième point. C'est ce dont je vous parlais, c'est le constat aujourd'hui que dans un certain nombre de domaines d'activité, il va y avoir en réalité plus d'activités. Par exemple, au pénal, on va commencer par ça. Donc en matière de droit pénal, vous avez sans doute dû le voir, voilà, on a un article, il y a eu énormément d'arnaques sur le net, on a reçu beaucoup de mails, sauf erreur de ma part, mais corrigez-moi si ce n'est pas le cas, je crois même que le CNB nous avait fait un mail en la matière pour être vigilant. Donc attention aux arnaques. Ensuite, les violences intrafamiliales, j'en parlais très rapidement tout à l'heure. Là, il y a eu une recrudescence d'activité qui, pour le coup, ne sera pas post-confinement, mais qui a déjà commencé. On sait qu'il y a une explosion des violences intrafamiliales. Ou encore la question de la sanction en fait, de la violation des mesures de lutte contre la propagation du virus. Donc effectivement, lorsque vous sortez sans votre attestation, par exemple, là, on a déjà eu un certain nombre de cas qui ont été examinés. Donc, vous avez le petit récap là juste à droite, où typiquement, en matière pénale, on le constate, vous allez avoir une recrudescence d'activité dans certains domaines spécifiques. Donc ça, c'était pour le pénal. Ensuite, en droit de la famille, que les choses soient claires, ce n'est pas du tout exhaustif. On a essayé de lister un certain nombre de domaines d'activité, mais évidemment, il y en a d'autres. Donc, en droit de la famille, boom des divorces après la levée du confinement en Chine. Donc, c'était le titre de l'article. Effectivement, en Chine, le constat qui a pu être fait, vous avez énormément d'articles qui sont sortis là-dessus, sur le fait que beaucoup se sont précipités à la sortie du confinement pour faire des demandes en divorce. Le constat a été fait dans le quotidien de Pékin qui s'appelle le Global Times, qui effectivement décrivait une prise d'assaut des bureaux d'état civil pour faire des demandes en divorce. Donc pour ceux qui font du droit de la famille, il y a de fortes chances que l'activité puisse augmenter. Comment faire pour la garde des enfants en plein confinement ? Ça, c'est beaucoup de cabinets en droit de la famille ont dû le constater. Au début du confinement, il y a énormément de questions qui se sont posées pour savoir comment gérer si vous aviez un enfant en garde alternée ou si vous aviez un droit de visite et d'hébergement. Est-ce que ça continue à s'appliquer ou pas du tout? La chancellerie a mis du temps à répondre à la question. Et finalement, la décision qui a été prise, c'est effectivement que ça devait se maintenir, donc alternance et droit de visite et d'hébergement, mais à condition de respecter évidemment toutes les règles en matière sanitaire. Ce qui veut dire que dans certains cas, il a été décidé de ne pas nécessairement laisser l'autre parent voir son enfant pendant cette période. Et l'idée, ce sera de rattraper par la suite. Mais ça, c'est dans un monde idéal, parce qu'on sait qu'évidemment, ça peut être plus complexe. Et donc, ça risque, si ce n'est pas respecté, d'ouvrir un certain nombre de contentieux éventuellement par la suite pour rattraper justement ces droits de visite et d'hébergement ou cette alternance. Ensuite, voilà, versement de la pension alimentaire qui doit être maintenue pendant le confinement.
c'est une crise évidemment économique. Donc, vous avez un certain nombre de personnes qui rencontrent de graves difficultés financières, qui donc aujourd'hui ont des difficultés éventuellement à payer leur pension alimentaire. Mais par la suite, ça peut aussi avoir des conséquences si vous avez divorcé et qu'une pension a été fixée pour vos enfants, que vous perdez votre emploi. La question va se poser de savoir, est-ce que vous pouvez maintenir cette pension? Est-ce qu'elle doit être réenvisager? Est-ce qu'on peut négocier ou est-ce qu'il va falloir ressaisir le juge pour indiquer qu'il y a un élément nouveau qui fait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas maintenir votre pension? Voilà pour ces deux domaines d'activité. Donc, augmentation des divorces, garde des enfants et effectivement, à moyen et long terme, c'est ce que je vous disais, une réévaluation des pensions. Et évidemment, en matière de succession, là, c'est du droit de la famille et du patrimoine. Malheureusement, les décès vont nécessairement engendrer des questionnements en matière de droit des successions et on peut le constater dans certains cabinets déjà, beaucoup de questions de gens qui s'interrogent, qui se projettent et qui donc veulent mettre en place des donations ou ce genre de choses. Je te laisse reprendre la main, Alexis, du coup, complètement. pour le social. En complément, vous le voyez ici, on est sur une approche qui est volontairement une approche presse. Pourquoi on est sur une approche presse? C'est pour vous montrer en fait que c'est assez simple de flairer des tendances. Alors là, on est sur des tendances qui sont très évidentes, hein. J'en conviens, mais c'est pour vous montrer que c'est assez facile de, tout simplement en s'informant de façon régulière sur cette crise et sur les sujets qui vous intéressent, d'identifier des tendances et des besoins de droit. On va le voir après, bien sûr, sur la partie sociale, sur la partie, sur les aspects juridiques qui vont plus concerner les entreprises. Et l'autre point, pourquoi on a pris des articles de journal, je le dis dès maintenant, il est essentiel, et vous allez le voir sur la suite, et notamment sur la méthode, les méthodes que je vais vous présenter après, de réfléchir en se plaçant dans la tête du client, dans la tête du justiciable. Et le justiciable, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas forcément accès à l'information experte, il a accès, il lit la presse, dans le meilleur des cas, il va l'interpréter parfois de travers, mais il va lire la presse et il va lire les sites officiels du gouvernement. Et c'est pour ça qu'on a repris volontairement ici dans cette sorte de benchmark analyse marché, hein, qui pourrait être beaucoup plus approfondi et beaucoup plus exhaustif. Mais l'idée, c'est de vous montrer et de faire un focus sur ce que voit le client. Quels sont les gros titres? Qu'est-ce qui retient? Et en fait, c'est sur ce qui retient ensuite qui va se dire à un moment donné, j'ai un besoin de droit, ou que vous allez devoir lui faire prendre conscience qu'il y a un enjeu juridique derrière. Donc, si je continue, par exemple, sur les aspects droit social, on a, et ça c'est un sujet qui est au cœur d'activité là, depuis la prise de parole de Muriel Pénicaud le 29 mars dernier, on a des enjeux sur l'aménagement de la reprise économique. Comment les activités vont être reprises? Quelles sont les obligations que je dois respecter en tant qu'employeur pour mettre toutes les conditions, pour réunir toutes les conditions pour que mes salariés puissent reprendre dans des conditions sanitaires acceptables et pour garantir la sécurité de tous. Alors, bien sûr, ça a un impact sur le social. On va le voir un petit peu après, ça a aussi évidemment un impact bien sûr sur les établissements qui accueillent des fournisseurs, des clients et ainsi de suite. Les collectivités également, je pense à elles en matière notamment de réouverture des collectivités territoriales. Le coronavirus, alors évidemment il y avait toute la question du droit de retrait au début. On peut imaginer que si des mesures sanitaires ne sont pas parfaitement exécutées, les questions du droit de retrait, il va y avoir peut-être des contentieux ou des recours à ce niveau-là. Sur les questions du droit de retrait, on aura probablement également, et ça on le sait déjà, un chômage de masse, pas un chômage de masse qui est un chômage partiel, comme ça peut être le cas actuellement, mais un véritable chômage de masse lié à la faillite et à la disparition d'entreprises. Et ce chômage de masse-là, il y aura forcément des plans de licenciement et ainsi de suite. Donc si je résume à court terme aujourd'hui, on est vraiment, quand vous faites du droit social, sur des enjeux d'organisation et de mise en place des dispositifs sanitaires recommandés, imposés par le gouvernement. Au-delà de cette mise en place des dispositifs sanitaires qui peuvent être et ça sera un exemple qu'on va détailler après, qui peuvent être des cas assez précis sur des mesures de distance, donner des masques, se protéger des clients, créer un sens de circulation contre les magasins, etc. Au-delà de ça, il y a probablement des mesures qui doivent être intégrées dans les documents à destination des salariés, des informations à fournir aux représentants du personnel. Et puis aussi, toutes ces mesures-là, il va probablement falloir les faire constater à un moment donné. Et en ça, l'huissier de justice pourrait travailler main dans la main avec les avocats en droit social pour faire constater ces situations et faire en sorte que les dirigeants, les responsables puissent se prémunir contre des risques de recours si les choses sont mal faites. Donc ça, c'est les enjeux, à mon avis, les plus prégnants à court terme. Et puis après, il y a des enjeux à plus long terme. Je vois 3 types d'enjeux à plus long terme, mais encore une fois, c'est polymorphe et on pourra en citer des tas d'autres. Il y a bien sûr l'apparition des plans de licenciement, je le disais un petit peu plus tôt.
Il y a la question de l'organisation du télétravail. On peut imaginer que cette crise a permis aux entreprises de comprendre que le télétravail pouvait fonctionner, que ce n'était pas forcément un gage de non-productivité, au contraire. Et donc, du coup, il est probable que certaines entreprises veuillent l'organiser. Et donc, on le sait, ça impacte un certain nombre de choses en matière contractuelle vis-à-vis de chacun des salariés et puis même au niveau des accords collectifs qui pourraient être passés avec les syndicats, suivant la branche, suivant l'entreprise ou suivant les établissements. Et puis enfin, ça c'est très prospectif, mais on le sait, il y a certaines entreprises qui ont abusé du droit de chômage, qui ont continué leur activité, qui ont mis leurs salariés au chômage et qui ont demandé aux salariés de travailler. Et donc, il y a probablement eu des abus et des fraudes à ce niveau-là. Et donc, on peut imaginer que la directe, a posteriori, va mener l'enquête et va aller retoquer certaines entreprises qui n'auraient pas ou qui auraient profité des dispositifs mis en place alors que leur activité continuait. Et donc, on peut imaginer qu'il va y avoir un certain nombre de recours et de procédures à ce niveau-là à plus moyen terme. Si je continue en matière de droit des affaires, alors, droit des affaires, c'est pareil, j'ai pris juste quelques exemples pour avoir une approche beaucoup plus exhaustive. La première, c'est évidemment les difficultés économiques auxquelles sont confrontées aujourd'hui les entreprises, celles notamment qui sont complètement à l'arrêt, celles qui ont une diminution significative de leur activité et qui vont donc se retrouver en difficulté et donc ces entreprises-là, il va falloir les accompagner et mettre en place un certain nombre de choses. Ensuite, on a bien sûr les déséquilibres économiques qui se créent dans le cadre de cette crise Covid et ça a un impact sur tous les contrats commerciaux et les contrats d'affaires. Et donc, ça peut évidemment créer un décalage et donc il va y avoir des contrats à renégocier dans lesquels évidemment il y aura un besoin de droit, un besoin d'avocat pour renégocier ces contrats entre les parties. Donc, ce sont les deux seuls exemples que j'ai pris en matière de droit des affaires. En fait, ils pourraient être bien plus nombreux. Donc, il y a à court terme des entreprises en difficulté, même si à court moyen terme, la renégociation des contrats commerciaux. Et puis, également, il y aura forcément des enjeux de restructuration. Parce que qui dit entreprise en difficulté dit rachat, diffusion, ou même au sein d'une entreprise, il va falloir réorganiser sa structuration juridique pour rester viable, pour rester rentable et pour réorganiser un certain nombre de choses. Et puis, de la même manière, et on le voit aujourd'hui, le gouvernement a évidemment agi à tâtons, ce qui crée un certain nombre de flous en matière de délai. Alors, on peut ne pas payer tout de suite, mais il faudra payer un jour. Quand? Comment? On a un certain nombre de flous qui existent à ce niveau-là en matière fiscale, en matière sociale, de charges sociales. Et il est probable qu'il y ait un certain nombre de couacs et ou d'abus d'ailleurs, et que du coup, pareil, à ce niveau-là, il y a un besoin de droit et un besoin d'avocat. Alors, on a pris ces 4 grands terrains-là. Si je veux parler qu'on voit mes doigts, c'est là, ces 4 grands points-là. Mais on a aussi des tas d'autres exemples. Parmi ces exemples, alors, on le sait, il y a le deuil et le droit au deuil, on en parlait Clémence. Alors, ce n'est pas forcément des droits existants aujourd'hui, c'est des droits qui pourraient apparaître, des recours qui pourraient voir le lieu, puisque aujourd'hui, on a des sépultures qui sont organisées à la va-vite, sans pouvoir dire au revoir aux défunts et ainsi de suite. Donc, pour imaginer des recours ou une reconnaissance d'un droit au deuil. Je ne sais pas, Clémence, si tu veux ajouter quelques mots là-dessus ou si c'est OK. Sur le deuil? Non, c'est bon. Non, comme on en avait parlé, que tu étais plus à même que moi sur ce sujet. Non, je plaisante. Évidemment, juste si vous me permettez, après, Eric, peut-être dis-nous si tu penses qu'il est préférable qu'on voit les questions après, mais c'est juste que là, sur le fil, je vois qu'un certain nombre de confrères, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, pour résumer, nous expliquent que la difficulté qu'ils ont aujourd'hui, c'est que les tribunaux étant fermés, c'est bien joli tout ce qu'on dit, mais que très concrètement, leurs assignations, requêtes ou autres sont prêtes, et que la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas les déposer. Juste pour répondre à ce que vous êtes en train tous de dire, et c'est ce que je vois, ça c'est certain, c'est indéniable et c'est une difficulté dans le contentieux, ça, il n'y a aucun débat là-dessus. Nous, ce qu'on essaye de vous expliquer aujourd'hui, c'est d'abord que dans certains domaines d'activité, avant d'aller en contentieux, l'idée c'est justement de profiter de ce temps pour mettre en place, par exemple, des négociations et essayer de voir si, avant d'aller au contentieux, on ne peut pas échanger avec son confrère et trouver d'autres solutions. Encore une fois, je parle de ce que je connais. Nous, au cabinet, on travaille essentiellement en droit de la famille, en droit pénal. On fait plutôt du contentieux en droit de la famille. Pour autant, aujourd'hui, le constat qu'on a fait, c'est qu'effectivement, on ne peut pas aller au contentieux. Donc, plutôt que de ne rien faire dans les dossiers, de laisser la situation telle qu'elle est, même si parfois c'est très conflictuel,
ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de prendre attache avec les confrères et d'essayer de discuter à travers des visioconférences et de trouver des solutions. Après, et je pense que c'est le cas dans tous les domaines, il y a beaucoup de discussions aujourd'hui sur justement comment est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on ne peut pas, il y a eu beaucoup de discussions sur la possibilité de faire des audiences par visioconférence. Est-ce qu'on va uniquement déposer nos dossiers et les magistrats ne traiteront ça sans nous avoir entendus? Donc, il y a beaucoup de discussions, il va se passer des choses. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse là-dessus. Donc, vraiment, l'objectif de la formation, c'est de vous dire on est contraint de travailler différemment. On est tous dans la même situation. On ne peut pas déposer nos assignations, nos requêtes. Mais il faut, essayer de travailler différemment et deux, surtout, prévoir la suite. Mais le constat, évidemment, vous le faites, et c'est ce que j'ai vu dans le fil, c'est évidemment le même constat pour tous. Et tant que les tribunaux n'auront pas réouvert ou n'auront pas, à travers des solutions digitales, permis de trouver des solutions pour déposer autrement, ce sera évidemment compliqué. Alexis, oui, Cléance, quand même un point sur le travail qui est réalisé actuellement au niveau de l'ordre des avocats. Il y a également un groupe de travail sur le jour d'après ou comment reprendre les activités judiciaires tout particulièrement. Sachez qu'il y a des prises de contact qui sont actuellement en cours pratiquement avec tous les tribunaux parisiens et au-delà. Sachez que ce n'est pas facile, il y a des réticences assez fortes, il faut dire ce qui est, sur l'usage tant de la téléconférence que de la visioconférence par certains chefs de juridiction. Maintenant, les contacts sont pris, la discussion est engagée et autant que faire se peut, on va essayer évidemment d'avancer en ce sens. Comprenez que si c'est compliqué au niveau du gouvernement et de la chancellerie, nous, on essaie aussi de faire ce qu'il est possible de faire, sachant quand même que la décision qu'on vient d'avoir, et vous l'avez certainement vu au niveau du Conseil d'État, nous aide aussi à envisager la possibilité de faire en effet des audiences physiques, puisqu'on devrait avoir une petite aide sur des masques et du gel. Donc, mais sachez que c'est vraiment pas simple et que ça ne se fera pas du jour au lendemain. Donc, je ne peux que encourager dans les dossiers à titre particulier les démarches de discussion amiable, quelle qu'en soit la forme. J'en profite aussi pour dire que l'Ordre dispose d'une plateforme justement de médiation qui est ouverte et il faut s'en saisir. Alexis, tu veux que je reprenne ou tu… Non, je peux continuer. Ouais, on avait donc voilà, peut-être des nouvelles formes, des nouveaux droits qui vont être reconnus avec des formes d'action. Voilà. Après, on a toute la question des vols, des voyages et des répercussions à ce niveau-là, même si on sait que par principe, c'est un cas de force majeure qui n'a pas forcément de remboursement, mais on se rend compte que des compagnies mettent en place des dispositifs, des solutions intermédiaires qu'elles déclarent et qu'elles ne pourront pas forcément tenir. Donc, quelle est la place du justiciable ou du voyageur dans ce cadre-là? Est-ce qu'il a des moyens de recours si la compagnie a déclaré remboursé et que finalement elle se rétracte et ainsi de suite? Il y a également, et ça je pense qu'on va en avoir beaucoup, des plaintes déposées contre X dans des EHPAD dans lesquels le Covid a généré énormément de décès, avec des conséquences évidemment dramatiques, et dans lesquelles et d'ailleurs on a eu une première plainte contre X qui a été portée, je crois, fin de semaine dernière, et c'est l'exemple qui est là. On a les problématiques des élections municipales où il y a eu un déluge de recours administratifs qui sont apparus à la suite du premier tour et en lien avec la pandémie Covid. Et puis, on a tous les enjeux, bien sûr, immobiliers, les reports de travaux, les reports d'achat. Alors, on sait que le délai de 2 mois, dans tous les cas, court toujours et que ça ne change rien. Mais quid si la banque avait accepté un crédit, se rétracte parce que la situation du contractant, des emprunteurs a changé, et ainsi de suite. On imagine bien qu'à ce niveau-là, il va y avoir des nids à contentieux, ou en tout cas des situations tendues dans lesquelles on va avoir un besoin de droit, on va avoir besoin, en tout cas le justiciable ou l'entreprise, va avoir besoin d'être accompagné par des professionnels pour le représenter, pour le défendre, ou en tout cas pour l'informer et le conseiller. Donc voilà, vous comprenez, et c'est non exhaustif, vous comprenez qu'on n'a jamais vu autant de bouleversements en aussi peu de temps. Et qu'est-ce qui se passe quand on a énormément de critères qui viennent bousculer un marché? On a encore plus d'incertitudes sur ce marché-là. Et la pire des choses, quand on est dans un marché qui est instable, c'est de ne pas bouger, c'est de rester immobile. C'est le meilleur moyen de mourir. Et donc, du coup, il faut que vous soyez capable d'adopter un état d'esprit dans lequel vous allez vous dire, OK,
mon cabinet est à l'arrêt, où j'ai perdu une part significative de mon activité. Qu'est-ce que je peux essayer de faire pour garder le lien avec mes clients, essayer de réfléchir à de nouveaux services que je pourrais essayer de vendre parce qu'il y a de nouveaux besoins de droit, comment je vais me positionner par rapport à ces besoins-là. Et il faut que vous essayiez un certain nombre de choses. Ce n'est pas parce que vous allez essayer que vous allez y arriver, mais c'est parce que vous allez essayer avec une bonne méthode et que vous allez répéter les choses qu'à un moment donné, vous allez trouver des choses qui fonctionnent, qui vont vous permettre de trouver des alternatives au développement de votre cabinet ou tout simplement à sa continuité, avant même de le développement, en parlant de continuité, tout simplement à sa continuité économique. Voilà, donc je vais essayer de vous transmettre quelques méthodes, quelques matrices qu'on utilise beaucoup. Encore une fois, cette partie méthode, par exemple, pour les incubés du programme d'incubation du barreau de Paris, c'est un module de 4 heures. Donc, je vais essayer de juste vous présenter quelques matrices. Et vous allez le voir, il y a des références, de toute façon, à des ouvrages aussi que je rajouterai d'ailleurs, peut-être que j'enrichirai peut-être quand on vous enverra les slides. Mais voilà, qui ont vraiment pour objectif de vous éclairer, de vous aider à réfléchir dans la bonne direction. Alors, déjà, la première des choses à avoir en tête, c'est que vous avez vu, toutes ces opportunités, elles sont extrêmement nombreuses. On en a cité juste quelques-unes. Je pense qu'on n'en a même pas cité 10% de toutes celles qui pouvaient exister. La première chose, vous allez essayer de comprendre qu'il va falloir exister, en particulier sur le web, évidemment. Il va falloir exister et donc il va falloir que vous communiquiez. Ce qu'il faut comprendre, c'est que communiquer, ça n'est pas forcément être dans une logique de vente de votre expertise. C'est deux choses différentes. Vous pouvez communiquer à tort et à travers, être extrêmement visible, mais être absolument pas lisible sur votre valeur ajoutée et ne jamais donner envie à un justiciable ou à vos clients de venir vers vous et de tout simplement solliciter votre cabinet pour une mission. Donc, il faut bien distinguer ce qui est le recours à la communication, qui est important pour vendre, et la vente en elle-même. Mais ce n'est pas parce que vous communiquez et que vous êtes présent partout que vous allez pour autant réussir à développer une nouvelle clientèle, maintenir votre clientèle ou développer une nouvelle offre de service. Donc, c'est bien deux choses différentes. Donc, communiquer, c'est très bien, on aura l'occasion d'en parler, mais la première chose, avant de communiquer, c'est qu'est-ce que je souhaite vendre comme expertise au justiciable et comment je souhaite la vendre, avec quel message, avec quelle proposition de valeur. Et donc ça, c'est les points sur lesquels vous devez commencer à travailler en amont, c'est-à-dire quel est le problème de mes clients, qui sont des justiciables, des entreprises, qui ont telle et telle caractéristique, quel est leur problème? Comment moi, expert, avocat, je suis capable d'apporter une solution et comment je suis capable de formuler cette solution dans leur langage et ensuite, comment je suis capable de leur expliquer l'intérêt de recourir à l'avocat dans ces circonstances-là. Donc là, je vais vous présenter un petit peu cette méthode. Et après, on terminera avec 4 exemples très pratiques, puisque je vous l'ai dit, on va vous présenter 4 mini-sites qui vont correspondre à des offres parmi tous les exemples qu'on a cités là. C'est juste pour vous montrer que c'est possible, que ce n'est pas si dur que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 4 mini-sites, hier, à la même heure, ils n'existaient pas. On les a fait dans la soirée, dans la nuit, donc ça peut aller vite. Et c'est tout à fait possible. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer également, et ça, c'est le côté optimiste de cette formation, c'est que c'est possible, il faut essayer, il ne faut pas avoir peur d'aller vite et d'essayer des choses. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, vous allez trouver des mécanismes pour relancer votre activité. Alors, quels sont les facteurs clés de succès pour vendre? Évidemment, on le disait, et c'est pour ça qu'on a commencé par tous ces exemples, ça part d'une analyse et de tendances marché. Tendances que vous pouvez voir dans la presse. C'est intéressant de voir dans la presse, comme je vous le disais, parce que c'est de cette manière-là que vos clients, et c'est ce que vont voir vos clients dans leur environnement, donc c'est sur ces mots-clés-là, c'est sur ces idées-là qu'ils vont avoir à un moment donné un déclic et se tourner vers l'avocat. Donc, il faut analyser ces tendances marché, mais évidemment, c'est lié aussi à vos intuitions d'experts. Et aujourd'hui, vous avez tous des expertises qui sont rares, qui sont très pointues pour certains d'entre vous. Et donc, le fait d'avoir ces expertises rares va vous permettre d'avoir des intuitions et de voir des marchés qui évoluent, qui se transforment. Donc, soyez attentifs, jouez ce rôle de vigie, de détection des nouveaux besoins de droit et de la transformation de ce marché du droit dans cette crise. Tout va extrêmement vite. Ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être pas demain, et ce qui est faux aujourd'hui ne sera peut-être dans 3 mois ou dans 6 mois. Mais soyez extrêmement attentifs sur les points qui bougent et observez ces points qui bougent. Et c'est à ce niveau-là que vous pourrez déceler des problèmes de droit, enfin des enjeux juridiques. Ensuite, de cette analyse marché et de ces tendances, il va falloir se demander qui est concerné. Quel est le segment de clients, de justiciables, d'entreprises, de collectivités, qui est précisément concerné? Quels sont leurs critères? La plupart du temps, et tous ceux qui me diront moi je vise les entreprises, c'est un segment qui est beaucoup trop large. Il va falloir être capable d'être suffisamment précis. Quel type d'entreprise? Quelles caractéristiques?
dans quel secteur d'activité. Parce qu'évidemment, la typologie du dirigeant ou de l'organigramme, de la hiérarchie de décision dans une entreprise va varier suivant que ce soit une petite, une grosse, et les décideurs ne vont pas être les mêmes, et ainsi de suite. Bon, ça, je pense que vous le savez déjà, mais il faut être capable de vous dire très précisément, pour le problème que vous avez identifié, quelles sont les personnes qui vont décider et qui vont prendre conscience de ce risque-là, qui vont décider et qui vont donc recourir à l'avocat. Et plus vous serez précis, plus vous créerez des offres de services capables de vous distinguer, de vous différencier sur ce marché du droit. Le deuxième point, ça va être de repenser le format de vos offres de services. Et quand vous repensez le format de vos offres de services, il faut être capable de parler dans le langage client. Vous allez le voir dans les exemples tout à l'heure, ça ne sert à rien d'en faire des caisses avec des contenus à ne plus en finir. Plus vous êtes court en contenu, plus vous allez à l'essentiel, plus vous serez impactant pour vos clients. Et même si vos clients sont eux-mêmes des experts, si vous créez une offre pour des directions juridiques, il faut que vous soyez capable d'aller droit au but sur votre valeur ajoutée, les avantages que vous allez procurer, la manière dont vous proposez de travailler avec l'entreprise. Donc, il va falloir repenser vos formats d'offres de services, éviter au maximum de dire que vous êtes un expert en droit extra-patrimonial. On s'en fiche concrètement. Ça va être quoi la valeur, l'apport que vous allez avoir pour votre client qui a le problème. C'est ça qui l'intéresse. Vous ne parlez pas à vos pairs, et c'est le gros problème d'ailleurs dans la profession, c'est que souvent vous allez demander conseil à vos pairs, à d'autres avocats, et vous oubliez de parler véritablement à vos clients. Donc, il faut être capable de sortir de ce prisme pour réfléchir véritablement côté client. Ensuite, il va falloir créer les premières interactions avec vos clients. Donc ça, on va le voir, c'est plus la stratégie de sollicitation personnalisée. Et du fait du contexte de crise, il faut redoubler de subtilité dans la manière de le faire, évidemment. Et puis après, évidemment, il faudra convertir, vendre votre offre aux personnes qui vous auront contacté, qui vous auront sollicité. Et là, à ce moment-là, votre rôle d'expert intervient. Et c'est un rôle d'expert qui va évidemment chercher à convertir une demande d'information en quelqu'un de satisfait. Quelqu'un de satisfait, ça peut être simplement, dans un premier temps, quelqu'un qui est content d'avoir eu la bonne information de l'expert, qui, dans un premier temps, ne va pas être tout de suite votre client avec une convention d'honoraires, mais qui le sera, parce qu'il aura été satisfait de ce premier échange, qu'il le sera ensuite dans un second temps. Donc, le processus n'est pas forcément immédiat, même si, évidemment, on a tous envie de pouvoir remplir un petit peu nos comptes bancaires, surtout quand le prêt garanti pour l'État sera épuisé. Ensuite, l'autre point, donc au-delà de ces facteurs clés, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est qu'évidemment, cette transformation-là vont vous donner des idées. Des idées, on en a tous, et une idée n'a pas de valeur. Ce qui compte, c'est derrière l'idée, la manière dont vous allez formuler le problème et la réalité de ce problème. En fait, derrière chaque bonne idée, il faut avoir en tête qu'il y a un bon problème. Et donc, des opportunités liées d'une manière générale, des opportunités sur le monde de l'économie, il y en a plein. Elles sont liées à des réformes, elles sont liées à des secteurs d'activité qui sont en mutation, et puis elles sont liées à des crises ou à des impacts complètement exogènes qui viennent bouleverser l'économie. Et c'est le cas, par exemple, pour la crise Covid. Donc, des idées, plus le marché est mouvant, plus de nouvelles idées il y en a plein. Par contre, il faut se méfier des fausses bonnes idées. Et donc, à ce moment-là, toujours vous dire, OK, j'ai cette idée-là, concrètement, quel va être le problème que rencontre mon client derrière? Est-ce que c'est un problème qui véritablement a de la valeur? Alors, ou qui a de la valeur. Qu'est-ce qu'on entend par valeur? Ce n'est pas forcément une valeur financière, ça peut être tout simplement un point de douleur important, une frustration, une peur, et ainsi de suite. Donc, il faut être capable, il faut que vous soyez capable de deviner tout ça derrière la problématique que vous allez adresser, et on va avoir l'occasion d'en reparler au travers des exemples. Donc, gardez ça bien en tête. Derrière chaque bonne idée, il faut être capable de remonter au problème. Et c'est la manière dont vous allez formuler votre problème, puis exécuter la solution, qui, elle, a une valeur. Tout le reste, c'est du blabla et c'est de la discussion de comptoir. Ce qui compte, c'est la formulation de votre problème pour le client et la solution et la manière dont vous exécutez cette solution pour votre client. Ça a de la valeur et ça a véritablement sens. Ensuite, et je vous le disais, vous allez identifier donc des tas d'opportunités. Derrière ces opportunités-là, et je vous le disais, parmi les premiers facteurs clés de succès, il y a le segment client. Qui est concerné par ma problématique? Et pour ça, il n'y a pas 500 000 manières de procéder. Le mieux, c'est de vous dire, si je me mets dans la tête de mon client, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est un exercice. Alors, ça sera compliqué de faire cet exercice-là dans la crise Covid, puisque tout va très, très vite et que c'est compliqué parfois de parler directement à ses prospects. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous fassiez, vous, l'exercice dans votre coin et que vous demandiez ensuite à un ou deux clients de confiance de le faire également. Et vous allez comparer les deux canevas. Et c'est dans la comparaison de ces deux canevas, c'est dans les différences qu'il y aura, que vous allez identifier la meilleure manière de formuler et de répondre à votre problème.
Alors, cette carte d'empathie, elle a pour objectif d'essayer de se mettre dans la peau de votre client. C'est ce que je vous le disais, de votre client type. Donc, plusieurs temps dans la manière de procéder, c'est de se dire dans un premier temps, OK, quelle est cette personne, quel est son statut social, quel est son rôle dans l'organisation, si on est dans une entreprise, ou même dans une famille d'ailleurs. Ensuite, qu'est-ce qu'elle va avoir besoin de faire, c'est-à-dire quels vont être ses objectifs, de quelle manière elle va essayer de les poursuivre, et qu'est-ce qu'éventuellement elle pourrait gagner à les réaliser. Donc ça, c'est ce qu'elle a besoin de faire, et puis on va le retrouver également dans la partie inspiration. Ensuite, on va s'intéresser, vous voyez, on se place vraiment dans la tête de votre client au sens design du terme. On va essayer de se concentrer sur ce qu'il voit, c'est-à-dire dans son environnement aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va voir dans la presse, qu'est-ce qu'il va voir, qu'est-ce que éventuellement des concurrents de l'avocat pourraient proposer, quelles vont être ses habitudes, avec qui il discute, qu'est-ce qu'il a l'habitude de dire, d'accord. Donc, alors, ce qui est intéressant dans ce qu'il a l'habitude de dire, c'est toujours d'essayer de travailler sur plusieurs niveaux. Par exemple, qu'est-ce qu'il va vous dire à vous en tant qu'expert, et le premier truc intéressant à ce niveau-là, c'est par exemple, quand un client vient vous voir, quand un prospect vient vous voir, quels sont les premiers mots qu'il utilise quand il vous parle, ça c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il va vous dire ensuite au cours de la relation, et surtout, donc ça c'est la discussion avec l'expert, mais ce qui est intéressant, c'est quelle va être sa discussion avec son époux, son épouse, sa famille, quelle va être sa discussion avec ses amis en fin de soirée, etc., etc. Et en fait, on se rend compte que ce que va dire la personne varie et traduit des aspirations, des craintes, un certain nombre de choses intéressantes pour essayer de proposer une solution qui soit complète et qui soit surtout alignée avec votre client. Ensuite, il y a ce qu'elle va faire au quotidien. Donc, quels sont ses comportements qu'elle observe? Je ne sais pas, est-ce que c'est quelqu'un qui va faire ses courses dans des supermarchés? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne passe jamais commande sur Internet? Est-ce que voilà, il y a des tas de comportements que vous pouvez observer et imaginer pour ce qu'on appelle le persona, c'est la personne type qu'on est en train d'imaginer ici. Ensuite, qu'est-ce qu'elle va entendre? Alors, dans ce qu'elle va entendre, ce qui est intéressant, c'est aussi quelles sont les personnes qui vont l'influencer autour de lui. Donc, ça va être ses amis, ses collègues, les ragots qu'il pourrait y avoir, ce qui va se dire dans les groupes Facebook, qui sont des super véhicules à fake news ou à déversoir de haine ou de frustration. Donc, c'est assez intéressant de regarder ça. Et tout ça va vous permettre de dresser véritablement l'univers dans lequel évolue votre client. Et à partir de ça, vous allez pouvoir vous interroger sur la meilleure solution que vous allez pouvoir lui proposer. Et proposer une réponse qui ne soit pas seulement juridique, mais qui soit une réponse globale par rapport à l'état psychologique de la personne que vous allez la plupart du temps avoir en face de vous. Donc voilà, ça c'est un exercice que je balaye, et vous me le pardonnez très vite pour rester dans le temps qu'on a et surtout pouvoir répondre peut-être à certaines questions qu'on pourrait avoir après. Mais c'est une matrice qui est très intéressante à faire, et je le répète, vous, avec votre intuition, votre expérience que vous avez de vos clients, mais le mieux, c'est de pouvoir également le faire par des clients et de comparer les deux cartes. Alors, une fois qu'on a réalisé ce travail sur ce qu'on appelle le persona, on va essayer de travailler sur la manière dont vous allez proposer une valeur. C'est-à-dire quelle va être la solution que vous allez proposer et surtout quelle va être la manière dont vous allez la répondre. Alors, je vous rassure, là, je vous passe la méthode, mais après, on va être sur des cas très concrets et très pratiques pour vous permettre de vous projeter. Alors, on travaille sur une deuxième matrice. Et cette deuxième matrice, en fait, elle va recouper à la fois ce qui se passe dans la partie gauche, et vous voyez, on retrouve ici la carte d'empathie en simplifié, et on va travailler sur ce qu'on appelle la proposition de valeur, c'est-à-dire quel va être le cadeau, puisqu'on est sur une proposition de valeur, on le matérialise par un cadeau, quel va être le cadeau qu'on va pouvoir, ce n'est pas toujours un cadeau, hein, suivant les circonstances évidemment, mais quelle va être la proposition de valeur, quelle va être la solution qu'on va apporter au client. Et en fait, ici, on va essayer de mettre en lien à la fois ce que propose en termes de bénéfices, le bénéfice attendu du client, on va essayer d'y répondre dans votre proposition de valeur, dans votre offre de service. Les problèmes rencontrés par votre client, on va essayer d'y apporter des solutions. Je prends un exemple très simple. Vous avez, et tout le monde va avoir des problèmes, enfin beaucoup de personnes vont avoir des problèmes de trésorerie à court terme. Évidemment, vous les aurez aussi en tant que cabinet, mais vous avez besoin de relancer votre machine, vous allez avoir besoin d'avoir des clients. Et bien pour certaines prestations, vous allez pouvoir proposer de lisser le paiement. Ben voilà, problème, frustration, je n'ai pas l'argent tout de suite, j'ai un besoin d'expert. Est-ce que je peux quand même me payer l'expert? Est-ce que je peux avoir quelque chose de lissé? Ben, par exemple, vous pouvez répondre à ce problème-là de cette manière-là. On traduit des éléments ici sur le modèle économique en fait, de votre offre de service. Et puis évidemment, à gauche, on va travailler sur qu'est-ce que vous allez devoir mettre dans votre offre juridique, de quoi vous allez avoir besoin pour
réaliser votre prestation et bien sûr résoudre les problèmes de votre client. Alors, il y a un livre qui est excellent qui s'appelle Value Proposition et les business models nouvelle génération. Vous aurez les deux références dans la présentation finale. Finale et véritablement, si ces cas-là vous intéressent, je vous invite à aller plus loin et à les lire. Je crois qu'ils sont consultables en ligne également. Et ça vous permettra véritablement de comprendre comment on arrive à créer des offres de services qui répondent véritablement à des besoins clients. Et au-delà de ça, j'en parle pas ici, mais la réflexion plus globale, c'est comment j'arrive à aligner le modèle économique de mon offre de service avec les intérêts de mon client. Et ça, c'est un point qui est important. Cet alignement-là, en fait, il est clé pour être résilient. Moins votre modèle économique de votre cabinet et plus spécifiquement des offres de services que vous allez créer sera pas aligné avec les intérêts de votre client, moins vous serez résilient et plus il y aura une rupture, une cassure qui fait qu'à un moment donné, vous allez perdre vos clients et que vous allez vous retrouver sur la touche. Donc, tout l'enjeu, et c'est parce que vous allez réussir à recréer cet alignement à la fois sur votre proposition de valeur et à la fois sur votre modèle économique, que vous allez pouvoir résorber beaucoup plus facilement et donc être résilient les impacts de cette crise. Donc, vous devez être capable de réfléchir à vos modèles économiques et d'essayer de réaligner au maximum la manière dont vous produisez, donc tous les intérêts du cabinet, que ce soit vis-à-vis de vos clients, vis-à-vis de vos partenaires, vis-à-vis de vos équipes, et évidemment vis-à-vis de votre modèle économique plus globalement, puisque l'objectif, c'est de réussir évidemment à renforcer votre trésorerie. Alors même si évidemment à court terme, ça sera difficile pour tout le monde, mais l'idée, c'est de vous donner une perspective, d'essayer de jouer le coup d'après pour progressivement sortir la tête de l'eau. Et donc, troisième point, donc vous l'avez compris, hein, on travaille sur le client. Une fois qu'on a travaillé sur le client, on essaie de réfléchir à la manière dont on peut lui proposer une offre de service globale. Et ensuite, évidemment, il va falloir être capable de vendre, de commercialiser. Et c'est là qu'on va communiquer dans un premier temps. Donc, on formule, on crée l'offre commerciale. Donc, on a notre support de vente. Il va falloir ensuite le communiquer pour qu'il soit visible de vos prospects, de vos clients. Et lui donner envie de vous contacter, d'en savoir plus, et ainsi de suite. Et donc là, quand on travaille sur le parcours client, on a plusieurs étapes. La plupart du temps, alors, il y a plusieurs manières de le représenter. Je vous le représente de la manière qui est celle qui, je pense, va être la plus simple à assimiler dans le peu de temps qu'on a. Ça va être de travailler sur 5 temps. En fait, dans la sollicitation personnalisée, vous allez avoir 5 temps. Il ne s'agit pas de créer une offre et de la shooter à tous vos prospects sans avoir réfléchi en amont à une stratégie avec laquelle vous allez montrer cette offre-là, révéler et faire prendre conscience d'un besoin de droit. Donc, la première étape, ça va être de faire prendre conscience de ce besoin de droit. Si je prends un exemple, l'entreprise en difficulté, énormément de patrons d'entreprise n'ont pas conscience que c'est une problématique qui doit être prise le plus en amont possible. Et comme ils ont honte d'être dans cette difficulté-là, ils vont s'en cacher, ils vont se voiler la face, ils vont se cacher la vérité pendant un certain temps. Et en fait, souvent, le professionnel, avocat, expert comptable, arrive trop tard et le dirigeant aura fait un certain nombre d'erreurs qui fait que sa responsabilité pourrait être engagée, l'entreprise sera directement en sauvegarde ou en redressement et ainsi de suite. Et en tout cas, on aurait été un cran trop loin. Donc la première étape, par exemple, va être de se dire comment j'arrive à faire en sorte de créer cette information qui va permettre de créer cette prise de conscience chez le justiciable, chez le dirigeant ou chez vos clients. Comment j'arrive à créer cette prise de conscience. Ensuite, une fois qu'on a créé cette prise de conscience, donc là, en fait, on se rend compte qu'on est vraiment sur un contenu d'information. Une fois que vous avez créé cette prise de conscience, il va falloir être capable de commencer à proposer une solution. C'est ce qu'on appelle la phase de considération. Et donc, en fait, c'est votre offre, c'est votre proposition de valeur. Voilà comment vous proposez d'aider le client face à son problème. Il a pris conscience de son problème. Il a en face de lui une première solution qui va être la vôtre. Et ensuite, donc, il faut, par rapport à cette première solution, il a envie de passer à l'acte, c'est-à-dire de prendre son téléphone, d'avoir un premier rendez-vous avec vous, de télécharger, je ne sais pas, un livre blanc sur les 10 trucs clés à savoir sur votre sujet, et ainsi de suite. Il va falloir créer ce premier acte d'engagement. Ensuite, il est fort probable que le client ou que votre prospect, encore à ce stade, s'interroge et regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs. Que font éventuellement d'autres confrères? Est-ce que d'autres professionnels du droit adressent ce marché? Est-ce qu'il ne serait pas adressé également par des startups du droit, etc., etc. Donc, il va y avoir une phase de comparaison. Dans cette phase de comparaison, il va falloir être capable de rappeler de manière intelligente, de façon subtile, au bon moment, votre client pour vous démarquer, faire ressortir de manière subtile votre valeur ajoutée, des points qui vont vous distinguer des autres, et ainsi de suite. Ensuite,
Et c'est dans ce moment d'évaluation en fait, que véritablement vous allez transformer votre prospect en un client. Donc, c'est le moment où il faut être le plus fin, le plus subtil. À aucun moment, bien sûr, dénigrer d'autres offres, mais au contraire, insister sur vos points forts et montrer que ces points forts répondent plus spécifiquement à ces problèmes. Et quand je dis ces problèmes, bien entendu, c'est les problèmes de l'internaute type ou du prospect type qu'on imagine dans ce parcours. Ensuite, il y a la phase de réalisation de la prestation. Donc, comment on produit cette prestation et comment on arrive à créer un maximum de liens, de la satisfaction dans la manière dont vous allez travailler. On aura probablement l'occasion d'en reparler avec vous dans une prochaine conférence de ce point-là particulier. Et puis enfin, et ça on a tendance à le sous-estimer, il y a la phase de recommandation. Aujourd'hui, un client satisfait, c'est un client qui va vous recommander. Et comment vous pouvez faire en sorte de créer encore plus, de maximiser cette recommandation quand vous êtes un avocat et quand vous leur avez vendu une prestation de service. Ça, c'est le premier point, recommandation. Et je vais en ajouter un deuxième qui me semble très important parce qu'en fait, vous allez avoir peut-être des produits d'accroche un peu nouveaux que vous allez créer, qui vont être des produits d'accroche qui vont vivre pendant 6 mois, 1 an, le temps de cette crise et le temps de la sortie de crise. Mais toutes ces nouvelles personnes à qui vous pourriez parler pendant ce temps de crise, il va falloir que vous soyez capable de les fidéliser ensuite, une fois que l'activité aura repris son cours, une fois que le choc sera complètement résorbé. Et donc, comment vous allez réussir à les fidéliser? Il va falloir être capable justement de travailler sur cette stratégie de fidélisation, rester en lien avec eux et ne pas considérer un client comme un dossier. Vous allez peut-être avoir des nouveaux dossiers qui vont arriver liés à la crise. Essayez, efforcez-vous de réfléchir, pas comme des dossiers, mais comme des clients. J'imagine que c'est des choses qu'on vous a déjà dit tout au long de votre carrière, mais c'est fondamental aujourd'hui et c'est ce qui fait que vous allez non seulement relever la tête de l'eau, mais peut-être réussir à vraiment recréer une activité prospère à moyen terme. Donc voilà ce cycle de sollicitation personnalisée. Ce que je veux vous montrer ici et ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que ce n'est pas abrupt, ce n'est pas on-off, ce n'est pas parce que vous avez créé une offre de service qu'il faut la communiquer telle qu'elle de manière brutale. Il y a probablement des étapes un peu plus subtiles qui vont guider progressivement la personne qui a le besoin de droit vers la porte de votre cabinet. Et ce parcours-là, il faut l'imaginer, il faut créer ces scénarios et il faut ensuite, bien sûr, les mettre en œuvre. Ce n'est pas forcément difficile, c'est vraiment à la portée de tous. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer et ce qu'on va essayer de vous montrer maintenant avec Clémence sur des exemples et des cas d'usage beaucoup plus concrets. Alors, c'est ce qu'on vous a dit. On a identifié, en analysant le marché du droit, un certain nombre d'opportunités, en tout cas d'axes qui sont en train de se transformer. Ce n'est pas exhaustif, évidemment, et c'est même probablement pas du tout exhaustif. Je pense qu'on n'a même pas vu 10%, ce qu'on vous disait tout à l'heure avec Clémence. Mais on a essayé quand même de se projeter dans 4 exemples types qui sont des cas d'usage, des pages web que vous pourriez vouloir créer pour votre cabinet. Donc, on a pris 4 exemples. Je vais vous donner le titre de ces exemples et puis après, on va les détailler. Le premier exemple, c'est sur le thème des arnaques Covid. Le deuxième exemple qu'on va prendre, que Clémence vous expliquera, c'est sur la partie réévaluation. Et je suis désolé, Clémence, j'ai laissé renégociation, mais c'est bien réévaluation de la pension alimentaire. Ensuite, il y a un troisième exemple sur l'aménagement du travail dans les entreprises. Et puis, on va prendre un quatrième exemple sur les entreprises en difficulté. Vous allez voir que chacun de ces exemples répond à une stratégie propre et à des choix propres qu'on a pu faire. Alors, j'espère juste que je ne vais pas perdre avec vous ici la connexion. Est-ce que vous continuez à voir mon écran? Il est en train de réapparaître. Oui. Ok, voilà. allez, impeccable, super, c'est une bonne nouvelle. Voilà, premier exemple, on a créé une offre, comme je vous le disais, sur toutes les personnes qui ont été victimes ou témoins d'une arnaque Covid-19. Ce qu'il faut savoir sur la cible, c'est que ces personnes-là sont la plupart du temps des professionnels de santé. Ce sont des services d'hôpitaux, des services d'achat d'hôpitaux, ce sont des ambulanciers, ce sont des médecins, ce sont des pharmaciens qui, à un moment donné, se sont trouvés face à une pénurie sur des produits qui étaient indispensables pour leur activité. Et de ce fait-là, eh bien, en fait, ils ont reçu un mail qui leur proposait d'acheter des masques, d'acheter du gel et ainsi de suite. Et on leur demandait de laisser un acompte. Ils ont laissé cet acompte-là. Le matériel n'est jamais arrivé. Ou en fait, c'était une blague. Ce n'était pas des masques, c'était simplement du tissu à constituer, etc., etc. Donc, il y a eu un certain nombre de fraudes, d'arnaques. Pour information, Google estimait à 18 millions le nombre d'arnaques déjouées chaque jour dans le monde liées au Covid. 18 millions. Vous mesurez un petit peu la taille, la dimension de ces fraudes.
Évidemment, bon, ces arnaques, elles relèvent du pénal, premièrement. Ces arnaques, on n'est pas certain si on a mis un acompte de 20 000 € ou plus, parce que je crois que le panier moyen d'acompte est autour de 10 000 €, donc c'est quand même pas une fraude qui est neutre. On perd beaucoup d'argent, beaucoup d'acteurs ont perdu beaucoup d'argent avec ces fraudes-là. Et en fait, on a envie de les attaquer, on a envie que ces escrocs-là soient punis, au-delà même des aspects pécuniaires, mais simplement parce que c'est inadmissible de se comporter de cette manière-là dans le contexte de crise dans lequel on est. Et donc, cette offre, et on va essayer de positionner le cabinet de cette manière-là. Alors, l'offre, elle s'appelle Justicov, c'est un nom de code. Bien sûr, ce n'est pas une marque déposée, ce n'est pas du tout l'objet de cette formation, c'est juste de vous donner voilà, une idée. Elle s'appelle Justicov, elle pourrait s'appeler autre chose. C'est d'ailleurs un nom qui est probablement très moyen, on pourrait trouver beaucoup mieux. On lui a donné un nom, en tout cas, voilà, c'est Justicov. Et Justicov, l'objectif, ça va être d'aider les victimes ou les témoins d'arnaque Covid-19 à faire condamner les escrocs. Et c'est notre objectif. Au-delà même de faire valoir les droits, c'est d'abord de faire sanctionner les escrocs. Si je continue sur ma page, on va d'abord rappeler le contexte. Et dans le contexte, on va rappeler à qui on parle. D'accord ? Donc ce contexte, préjudice qui chiffre à plusieurs millions d'euros, ça permet aussi de décrisper un petit peu toutes les personnes qui se sont faites avoir et qu'elles se disent « Ok, ben finalement, beaucoup de personnes se sont faites avoir, je ne suis pas le seul, je ne suis pas un cas isolé et je n'ai pas tellement à avoir honte de m'être fait avoir. » Donc premier point. Première phrase du contexte, elle désamorce ce sentiment-là que pourrait avoir le persona. Quand on fait la carte d'empathie, on désamorce ça. Le deuxième point, ça va être de tout de suite mettre le point, d'adresser les personnes concernées. Ce sont les professionnels de santé, ce sont les responsables d'hôpitaux et d'EHPAD. Et en fait, pareil, à ce niveau-là, on va immédiatement permettre de cibler, de targeter les personnes qu'on veut dans cette offre-là, celles qu'on aimerait qu'elles confient le dossier au cabinet. Et donc, on explique un petit peu ce qui s'est passé. Donc, c'est l'arnaque classique. On reçoit un mail via phishing, sous forme d'un phishing. En fait, on se fait passer pour une entreprise connue. On truque un petit peu son nom de domaine. On a l'impression qu'on est sur cette entreprise connue. On va donner des références bancaires. On va laisser un acompte. Et puis ensuite, non seulement on a perdu l'acompte, et puis en plus, on va peut-être se faire pirater sa carte ou se faire utiliser des prélèvements qu'on n'aurait pas acceptés. Et donc, du coup, immédiatement après, on rappelle la conviction du cabinet. Et cette conviction, c'est qu'aujourd'hui, le cabinet veut combattre toutes ces offres-là, enfin toutes ces arnaques-là. Et elle veut les combattre de deux manières, en poursuivant les malfaiteurs et également en permettant à chacun de contacter le cabinet pour lancer l'alerte. Et je vais y revenir après. Ensuite, pareil, toujours dans cette logique pour rassurer, on pourrait imaginer que votre cabinet a recensé les arnaques les plus fréquentes. Sous la forme d'un petit livre, d'un livre blanc ou d'articles tout simplement sur le site. Et on a référencé toutes les arnaques les plus fréquentes, ce qui va permettre à chacun de se reconnaître dans une arnaque qu'il aurait pu subir. Et si la personne se reconnaît dans cette arnaque-là, il y a de fortes chances qu'elle vous identifie comme le bon expert qui a déjà traité cette arnaque-là et qu'elle vienne vous contacter ensuite au niveau du cabinet. Donc on travaille toujours sur cette phase de contextualisation qui est extrêmement importante. Et vous voyez que jusque-là, je n'ai pas encore utilisé un seul mot juridique. On est 100% sur du contexte, sur des faits et sur un langage qui est 100% le langage du client, mais qui n'est pas le langage d'un juriste. Ensuite, Alexis, oui. Je suis vraiment désolée. Je me permets juste de te couper pour comprendre du coup, parce que là, sur la présentation que tu nous fais, visuellement, ça ressemble très concrètement à un site internet. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, beaucoup de confrères, et précisément pas tous, on a des sites internet. Et du coup, l'idée, c'est quoi? C'est d'intégrer cette offre à ton site. Tu vois ce que je veux dire? Dans la présentation là, qui est faite, ce que je veux dire, c'est que moi, mon site internet, il a déjà justement différents... tu vois ce que je veux dire? Je trouve que du coup, l'offre, est-ce que ça ne va pas démultiplier? C'est une excellente question, Clémence. Deux réponses. Soit vous avez déjà un site internet du cabinet. Et de là, deux possibilités. Soit votre site est agile, autrement dit, c'est développé sur un WordPress qui est régulièrement mis à jour ou auprès d'un prestataire qui va être réactif et qui peut véritablement designer une page à un prix acceptable très vite. Dans ce cas-là, créez votre page sur votre site actuel. Ça va vous coûter un peu moins cher, ça va être plus efficace. Soit vous avez véritablement une vocation à vous distinguer, à distinguer votre offre. Et dans ce cas-là, vous pouvez créer une marque connexe à votre cabinet qui va porter cette offre-là avec un nom de domaine dédié et un mini-site dédié. Il faut savoir que là, on est sur un site une page, d'accord? Donc, en fait, vous le voyez, alors une page où ils vendent pas plus de 3 pages en tout cas, pas plus de 3 modèles de pages. Donc, on est sur des sites qui sont relativement simples à développer. Ce qui coûte le plus cher, c'est le design en fait. Ce n'est pas tellement l'intégration, c'est que si vous voulez un design
sympas, propres, épurés dans l'air du temps, il faut que vous payiez un designer, un intégrateur pour les réaliser. Donc, ce qui va vous coûter le plus cher, c'est le design, éventuellement la stratégie, si vous voulez vous faire accompagner à ce niveau-là. Mais voilà, donc du coup, pour répondre à ta question, soit le cabinet a déjà un site Internet et ce site Internet est relativement flexible, développez-le sur le site de vos cabinets, ça vous permettra en même temps de donner de la visibilité à vos autres activités. Soit votre cabinet a un site Internet qui n'est pas du tout flexible. Dans ce cas-là, je vous recommande de créer un nouveau site, de créer une page dédiée avec un nom de domaine dédié. N'oubliez pas de le déclarer à l'ordre et le contrôle se fait toujours a posteriori, je vous rassure, ça ne vous empêche pas de faire les choses, vous n'êtes pas bloquant là-dessus. Et troisième point, vous n'avez pas de site, commencez par créer un mini-site, un nouveau mini-site. Et là, attention, n'ayez pas cette frustration de vous dire « Ah mais oui, mais du coup, si je crée un mini-site sur cette offre-là, alors qu'en fait, je fais également plein d'autres types de prestations, si je ne les mets pas sur mon site, c'est la fin du monde. » Non, si vous n'aviez pas de site jusqu'à présent et que les internautes, ou que des clients venaient à la porte de votre cabinet sans ça, ça ne va pas changer, ils vont continuer à venir. Par contre, vous allez chercher de nouveaux clients sur cet axe que vous êtes en train de créer. Ok. Est-ce que c'est clair? Est-ce que j'ai répondu à la question, Clémence? Oui, alors merci Alexis. Je vois également, là, en même temps qu'on se parle, qu'il y a pas mal d'interrogations sur mais c'est quoi ces noms de fantaisie? Est-ce que l'ordre suivre dès lors qu'effectivement il y a ce cadre déontologique auquel on est tous tenus, effectivement, sur les articles 6 et Ariane tout particulièrement. Je pense que là, il ne faut pas se mettre de frein inutile dès lors que clairement, il est bien inscrit sur la page du site Internet, qu'elle est éditée sous la responsabilité d'un avocat. Tout est possible, sous réserve également des règles essentielles de la profession en termes de dignité et discrétion du message. Mais il ne faut pas, évidemment, se mettre de frein inutile. Ok, merci pour la précision. Donc, je continue sur le déroulé de l'offre. Donc, vous avez compris sur le contexte où en fait, on vient véritablement coller à la carte d'empathie qu'on a faite de notre personne à type qui s'est fait arnaquer. Et ensuite, on va expliquer les deux leviers d'aide qu'on a. Premier levier d'aide, l'objectif, c'est de représenter et défendre les victimes et de faire valoir leurs droits et surtout de faire condamner les escrocs, c'est ce que je vous disais. Mais aussi, et ça, on insiste sur le côté aussi un petit peu désintéressé du cabinet, c'est que les témoins peuvent contacter le cabinet et le cabinet va vérifier si effectivement il s'agit d'une fraude et le cas échéant va aider le témoin à lancer l'alerte pour qu'un minimum de personnes soient à leur tour victimes. Et donc ça montre également le côté, et ça c'est essentiel, surtout en temps de crise aujourd'hui, de montrer cette démarche un petit peu désintéressée du cabinet, partage pour éviter aux autres de tomber dans le panneau, qui est un gros plus et qui peut véritablement montrer un intérêt désintéressé du cabinet, même si évidemment votre but c'est d'avoir des victimes qui vont créer leur dossier, et qui vont vous transmettre leur dossier et qui vont agir en justice et que vous allez pouvoir représenter. Ensuite, sur l'approche, et alors, donc, ok, vous avez bien compris, accroche générale, on rentre dans un univers. De cet univers, il faut que l'internaute se reconnaisse dans la situation et se dise, ok, je suis concerné, je ne suis pas un crétin déjà, premièrement, parce que je me suis fait avoir. 2, c'est bien moi et je suis bien concerné. Et 3, j'ai trouvé un cabinet qui a vraiment envie de se faire ses escrocs. Super. Étape 2, comment ça marche? Ah, super, ils ont 2 manières de faire. Ils peuvent me défendre en tant que victime, ou si moi je suis témoin, je peux leur transmettre un cas de suspicion et ils vont pouvoir le relayer à la presse ou tout simplement sur leur site. Ensuite, la question qui va se poser, c'est ok, je veux y aller, j'ai envie de confier mon dossier à ce cabinet, mais quelles vont être les étapes? Et là, on a besoin de construire une projection de l'internaute ou de votre prospect avec vous. Concrètement, comment ça marche? Quelles seraient les grandes étapes et combien ça coûte? Alors, ce n'est pas toujours évident de dire combien ça coûte, mais aujourd'hui, plus que jamais, vous devez être capable de travailler sous la forme d'un forfait. Pourquoi? Parce que sans prévisibilité des coûts, ça sera très difficile pour n'importe quel client de signer une convention et d'y aller. Donc, vous devez être capable de donner, modulo des aléas, bien sûr, une estimation de ce que ça va coûter. Donc, par exemple, ici, il y a 4 approches, 4 temps dans l'approche. Un premier temps qui va être l'examen du dossier et des preuves, d'accord? Le deuxième temps, on va formaliser la plainte, c'est une procédure pénale classique. Ensuite, on va accompagner la demande de l'instruction et puis évidemment, après, on va défendre devant les juridictions compétentes les intérêts de la personne qui s'est fait avoir. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'évidemment, il peut y avoir des frais spécifiques de procédure qui pourraient apparaître. Et dans ce cadre-là, ça ne rentre pas dans le forfait de 2 500 €, premier point. Et puis, deuxième point,
même si ce n'est pas le but c'est avant tout évidemment de faire condamner les escrocs, il peut y avoir un montant d'honoraires de résultat qui montre cet alignement entre les intérêts du client et les vôtres. D'accord ? Donc voilà, donc ça c'est l'approche, on se projette. En principe, un internaute qui a été victime, vous le voyez, en l'espace, et encore une fois, sur un site internet, on y passe moins d'1 minute 30 aujourd'hui. Et bien là, quand il arrive là en 1 minute 30, il a compris comment ça marchait, il a compris qu'il était concerné, il a compris comment ça marchait, et il a envie naturellement de prendre contact avec vous. Voilà, donc voilà par exemple comment on peut construire un support pour vendre une offre de service. Alors, Alexis, une petite question de beaucoup de confrères. Oui, c'est très beau de faire une page comme ça, out of the blue, du jour au lendemain, mais comment on la référence? Alors, on y arrive justement, c'est comment on le fait connaître. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez plusieurs manières de faire connaître une offre de service comme celle-ci. On est sur des offres ici qui sont des offres, ce que j'appelle des offres momentum. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur un moment précis et c'est une offre qui va avoir une durée de vie entre aujourd'hui et la fin de l'année. Parce qu'il y en a encore qui vont vouloir recourir à la fin de l'année. Au-delà, c'est une offre qui est morte. Donc, ça sera très compliqué de faire référencer partout une offre comme ça de façon naturelle. Donc, comment il faut fonctionner? Très probablement, il va falloir faire… Alors, vous allez faire en sorte que votre site soit indexé, qu'on puisse le trouver. Maintenant, l'idée, c'est qu'on puisse le trouver de façon… travailler sur la sémantique pour pouvoir le retrouver sur d'autres mots-clés à plein d'endroits sur le web. Ça va être beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que c'est un travail qui se fait sur le long terme. Aujourd'hui, pour qu'un référencement sur Google soit mûr, ça prend entre 3 mois. À partir de 3 mois, ça commence à se voir. En fait, ça va prendre plusieurs années, en tout cas plusieurs dizaines de mois, voire années. Et donc, dans ce cadre-là, ça va être compliqué d'un point de vue référencement naturel d'être visible. Donc, les alternatives qui existent, ça va être les réseaux sociaux. Éventuellement, sur une offre comme ça, je pense que vous êtes légitime pour contacter certains journalistes et leur dire, voilà, on a décidé de créer cette offre. Peut-être si vous adressez à des journalistes, d'être plus sur la partie lanceur d'alerte. D'accord, parce que du coup, en fait, vous allez pouvoir travailler main dans la main avec certains médias pour lancer des alertes, éviter un certain nombre d'arnaques, ou en tout cas les montrer, les rendre visibles et éventuellement montrer immédiatement les premiers moyens de recours ou d'information que pourrait avoir quelqu'un qui viendrait de se faire avoir ou qui recevrait ce type de mail-là, comment se comporter. Donc, vous pourriez éventuellement travailler sur les relations presse, sur les réseaux sociaux et sur Google AdWords, c'est-à-dire acheter des mots-clés. Et vous allez pouvoir acheter des mots-clés, par exemple, recours à arnaque Covid. Et ce qui fait qu'en achetant ces mots-clés-là, vous allez payer Google pour être dans les premiers résultats de recherche sur recours à arnaque Covid. Et en apparaissant dans les premiers résultats de recherche, naturellement, vous allez avoir des personnes qui vont voir votre offre, qui vont avoir envie de cliquer dessus et de vous contacter. Ça fonctionne assez bien. Alors, c'est un investissement, évidemment. Et c'est compliqué pour tout le monde d'investir aujourd'hui. Donc, il peut exister également des systèmes, des moyens en système D. Et ces moyens en système D, ça va être les réseaux sociaux, ça va être par exemple d'aller sur LinkedIn, de lancer un grand appel sur les réseaux sociaux à toutes les victimes d'arnaque de manière anonyme en leur disant, voilà, vous êtes victime d'arnaque, eh bien, contactez-nous, relayez l'information, vous voyez des arnaques, pareil, relayez-les. Et en fait, on peut imaginer que sur ce type d'offre-là, il va y avoir si c'est bien fait, il peut y avoir un début d'effet viral avec très, très peu de budget, en fait. Parce que tout le monde aujourd'hui repartage ce type d'infos-là et on va pouvoir la faire circuler. Et plus elle va circuler, il y a un effet boule de neige qui se crée et qui fait que l'offre va être de plus en plus visible. Donc, référencement naturel, très compliqué pour une offre comme celle-ci. Plutôt essayer de travailler des partenariats avec la presse sur le côté lanceur d'alerte qui va faire la promo de votre offre. Et à mon avis, travailler beaucoup les réseaux sociaux ou les messages personnalisés sur LinkedIn. Mais c'est plus compliqué sur LinkedIn parce que vous risquez la plupart du temps de taper à côté, en fait. Si vous commencez à contacter des directeurs d'achat d'hôpitaux, il y en a peut-être 3% qui ont été victimes d'une arnaque. Vous risquez de donner beaucoup de coups d'épée dans l'eau, surtout qu'en fait, ces personnes aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'elles aient beaucoup de temps d'être sur LinkedIn, elles sont plus en train de gérer les flots d'urgence. En revanche, voilà, un appel à ce niveau-là, ça peut fonctionner. Si je prends par exemple les pharmaciens, je sais que sur les pharmaciens ont des réseaux de discussion par WhatsApp. Les professionnels de santé, d'ailleurs, ont des réseaux de discussion par WhatsApp sur les groupes Facebook. Donc, ça peut être des bons moyens de vous introduire en fait, sur ces groupes pour que l'information soit relayée. Et là, ça fait boule de neige puisqu'ils sont entre pairs. Et entre pairs, exactement comme vous sur les groupes entre avocats, les infos circulent très vite. Elles se voient, elles se discutent, elles se commentent et ça permet de créer cet effet viralité. J'espère que je réponds à vos questions, que je vous donne quelques pistes. En tout cas, voilà, c'est une manière de faire. En tout cas, en référencement naturel, compliqué. Je vous propose de travailler sur une deuxième offre. Alors, juste là, je ne sais pas pourquoi j'ai mon bandeau qui s'affiche. Je vais bien le déplacer, voilà, super. On travaille sur une deuxième offre et là, cette fois, c'est Clémence qui va vous en parler. Hop.
Clément, je te laisse la main. Juste, est-ce que tu peux l'agrandir? Ouais, c'est bon normalement. Voilà, super. Donc là, cette deuxième offre, elle est plutôt en droit de la famille. Encore une fois, là, on a pris un exemple, j'ai pas envie de dire caricatural, mais on a un peu voilà, tiré le trait pour essayer de trouver quelque chose. Donc, ça s'appellerait SOS Pension. On l'a évoqué tout à l'heure. Une des questions qui va éventuellement se poser, c'est effectivement pour toutes les personnes qui vont avoir une baisse d'activité très importante ou qui même potentiellement vont perdre leur emploi. Si après un divorce, ils ont été condamnés, si une pension a été fixée pour leurs enfants, à ce moment-là, il y a un certain nombre de questions qui vont se poser. Donc là, vous ne pouvez plus assumer la pension alimentaire versée au titre de l'entretien et de l'éducation de vos enfants. Donc c'est la page de présentation. Les avocats de SOS Pension donc, évaluent votre situation et vous aident à réévaluer vos engagements. Sachant qu'il va y avoir 2 phases. La première phase qui va être d'essayer de tenter de négocier et deuxième phase, éventuellement, qui va être d'aller au contentieux. Vas-y, tu peux descendre au niveau du contexte. Donc là, vous avez vu qu'à chaque fois, c'est construit à peu près de la même façon, exactement comme le cas qui vous a été décrit par Alexis au préalable. Donc le contexte, encore une fois, on revient sur la crise du Covid, sur les conséquences importantes que ça a eu sur votre situation professionnelle ou personnelle, et devant cette situation, donc dire que vous pouvez éventuellement réévaluer le montant des pensions versées. Et donc là, vous voyez, c'est très pratique. Vous ne savez pas si vous pouvez prétendre légalement à une nouvelle évaluation de votre pension. Vous craignez la réaction et les réticences de votre ex-conjoint ou concubin. Vous ne souhaitez pas engager une procédure longue, complexe et coûteuse. Donc là, toujours sur le même modèle, c'est ce qu'Alexis expliquait tout à l'heure. C'est pas juridique, c'est très concret et le client là peut totalement s'identifier et ça lui parle. Tu descends juste en dessous, Ouais, Alexis. tout à fait. Donc, comprendre mes droits, votre situation n'est pas une fatalité, vous pouvez demander à réévaluer la pension alimentaire versée dans la mesure où vous démontrez. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'il faut? Il faut démontrer une perte d'activité ou une diminution significative de vos revenus. Pour ceux qui font du droit de la famille, vous le savez, pour ressaisir le juge, il faut un élément nouveau. Comme je vous le disais tout à l'heure, là, l'idée, c'est vraiment d'essayer éventuellement de voir avec le confrère ce qu'on peut faire avant d'engager une procédure contentieuse, parce qu'il y a énormément de critères qui vont entrer en ligne de compte. La question, c'est de savoir est-ce que la situation elle est temporaire, est-ce que c'est une situation qui va être pérenne par la suite. Donc ça, c'est des éléments qu'il va falloir examiner avec vos clients et de voir effectivement s'il faut saisir le juge. Mais encore une fois, voilà, là, le critère, ça va être la perte de votre activité ou la diminution significative. Donc là, encore une fois, c'est très parlant. Tu peux descendre, Oui. Alexis. Et donc, notre approche, encore une fois, c'est des choses très classiques et que vous pouvez voir d'ailleurs dans d'autres domaines d'activité ou sur un certain nombre de sites qui sont faits très simplement. L'approche, ça va être donc d'accompagner les clients avec d'abord une évaluation de la situation au regard justement du changement, négociation ou discussion avec le conjoint et son avocat, et le cas échéant, si c'est nécessaire, donc ressaisir le juge aux affaires familiales avec un élément nouveau. Vous avez vu que juste en dessous, on vous a mis des tarifs. Bon, évidemment, tout ça, c'est des choses qu'il faut là, on vous a fait un exemple très général et j'aimerais le repréciser pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. C'est compliqué pour nous. Les structures aujourd'hui de cabinets d'exercice sont très différentes. Dans vos domaines d'activité respectifs, vous exercez de façon différente. Les tarifs qui sont pratiqués sont très différents. Mais encore une fois, à chaque fois, la démarche qu'on a eue avec Alexis, c'est d'être pour le client le plus clair possible et donc d'être très factuel et que les situations soient très parlantes pour eux, et donc, entre guillemets, le moins juridique possible, puisque le droit, c'est notre problème, et de vous faire des propositions, mais évidemment, qu'il faut examiner au regard de la façon dont vous fonctionnez. Je te laisse reprendre pour les... Je ne sais pas si tu voulais... Ouais, tout à fait. Juste, j'ajoute un point. Vous pouvez le voir ici. On parle à des particuliers. Donc, on met TTC. C'est important. Ça évite le côté mauvaise surprise, plus 20%. Donc, on indique clairement que c'est bien un montant TTC. Et toujours pareil. Donc, ça, c'est pour vous montrer le côté client oriented. Comme on dit, c'était vraiment de penser l'offre autour du besoin client. Et puis, on travaille sur ce 10 fois sans frais. On peut imaginer que les personnes qui ont besoin
réévaluer leur pension alimentaire sont des personnes qui ont besoin d'un peu d'oxygène financièrement. Donc, on va essayer de proposer, de lisser quelque chose. Voilà, alors c'est vrai que Clémence, dans les discussions qu'on avait, tu me disais à juste titre, oui, mais quand on va à la boulangerie, on ne paie pas son pain en 10 fois. C'est vrai. Néanmoins, la plupart du temps, quand on est sur des montants d'achat… Non, attends. Je savais que Je peux pas du tout te laisser… Je n'aurais pas dû te citer. Non, c'est pas ça. Je peux pas te laisser dire ça parce que c'est pas ce que j'ai dit. Au contraire, moi, je pense que c'est très important, et nous, on le fait au cabinet, de proposer à nos clients un étalement. Enfin, ça, c'est évident. Ce que je te disais, c'est quand tu vas acheter ton steak, tu le payes. Oui. Donc, effectivement, moi, je trouve que à partir du moment… Nous, ce qu'on vend aujourd'hui, c'est quoi? C'est du savoir et du temps. Dès lors qu'on travaille, c'est normal qu'on reçoive des honoraires. Et au contraire, ce que je te disais, c'est qu'évidemment, il faut proposer des prix attractifs, mais pour autant, je pense qu'il faut rester très vigilant. Après, ça n'engage que moi, et c'est mon avis, mais à force de casser les prix, ça dévalue complètement comment dirais-je, notre valeur, notre travail. Et effectivement, je pense qu'il faut quand même, à un moment donné, ne pas faire juste… on ne vend pas n'importe quoi. Tu ne peux pas faire une formule… Enfin, après, encore une fois, c'est mon opinion. Mais, donc, non, je suis tout à pour fait. l'étalement. Voilà, c'est ça. C'est aussi la manière de travailler sur l'étalement est aussi une manière de ne pas dévaluer votre prestation. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer de vous dire, je vais vendre un truc 500 balles qui, en fait, par rapport au travail fourni, faudrait 3 fois plus, proposez plutôt un 12 fois sans frais. Et finalement, c'est peut-être ce qui va permettre pour votre justiciable, pour votre futur client, de se dire, OK, je vais travailler avec cet avocat-là qui est dans les clous et qui est bien raccord. Donc, cette facilité de paiement permet aussi de ne pas dévaluer votre prestation. En fait, c'est ce que j'aimerais que chacun comprenne bien, parce que l'idée aussi, c'est de vous montrer quels sont les modèles économiques qui sont derrière. Et voilà, ça peut être un bon moyen de faire. Alors, le 10 fois sans frais peut paraître beaucoup, ça va dépendre bien sûr du montant, ça va dépendre de vous, de ce que vous avez envie de faire, c'est votre cabinet. Hein. En tout cas, aujourd'hui, quand vous allez acheter un… Non, mais juste, laisse-moi finir. Quand vous allez acheter un canapé qui vaut 1 500 € à Maison du Monde, ou n'importe où d'ailleurs, un meuble, n'importe quel produit d'un montant de cet ordre-là en tant que particulier, on va vous proposer un 10 fois sans frais ou un 5 fois sans frais. Donc, c'est juste pour vous montrer aussi que, alors certes, vous ne vendez pas des meubles, et j'en conviens, vous vendez une prestation intellectuelle et ainsi de suite, mais en tout cas, en termes de perception de montant à sortir pour un particulier, c'est exactement la même chose. D'où cet intérêt de pouvoir lisser pour ne pas dévaluer la prestation au départ et pour trouver des alternatives, pour que la vente se fasse quand même. Je suis d'accord, tu as bien résumé. Non, mais parce que… Non, je voulais juste reclarifier l'exemple du boulanger. En plus, c'est pas du tout comme ça que tu me l'as dit. C'est important de le faire, parce que justement, on est libre de fixer nos honoraires aujourd'hui. Et ça pose de vraies questions, parce qu'effectivement, il y a des confrères qui ont des pratiques très agressives au niveau des prix. Et donc, je pense que c'est important de ne pas dévaloriser nos prestations, parce qu'on n'a pas intérêt d'ailleurs à ça. Mais en revanche, il faut avoir conscience de la situation de nos clients. On fait quand même beaucoup d'humains. Et si on a choisi cette profession, c'est quand même aussi pour ça. Ça a de la valeur pour nous. Donc, l'idée, ce n'est pas effectivement que nos clients n'aient pas les moyens de nous payer. Donc, on trouve des solutions, des étalements. Et je crois qu'il faut aussi savoir s'adapter aux clients qu'on a en face de nous. Donc, Alors après, pareil, je vois quelqu'un qui dit brader la prestation et étaler comme si nous avions les reins aussi solides que Darty. Le paiement 10 fois sans frais détruira assurément notre modèle. Moi, au contraire, je pense que ça peut solidifier votre modèle à terme. Ça va vous créer aussi des rentrées dans le temps. Alors certes, à court terme, c'est compliqué. Par contre, à moyen terme, ça vous crée aussi des sources de revenus. Alors évidemment, il faut vous assurer du 10 fois 1 sans frais. C'est-à-dire qu'il vous faut les 10 chèques qui vont avec sur la prestation que vous allez réaliser. Sinon, vous allez courir évidemment après vos honoraires et ça va devenir un cauchemar. Par contre, ça va aussi vous permettre de créer des flux de revenus réguliers et d'absorber les hausses et les baisses. Alors là, on le voit sur une prestation clé lycée. On pourrait aussi tout à fait au niveau d'une entreprise le voir au niveau des abonnements. C'est peut-être une tarte à la crème, on en a beaucoup parlé au niveau de la profession, mais c'est de la même manière. C'est comment je fais pour ne plus être sur du one-shot et des prestations one-shot, c'est-à-dire je gère un dossier, point, et après ça se finit. Mais comment j'arrive au contraire à créer des flux récurrents de revenus qui font que crise ou pas crise, finalement, j'ai toujours un flot de chiffre d'affaires qui va me permettre de survivre. Alors, j'aurai des choix stratégiques à faire dans mes dépenses, mais je vais quand même pouvoir réussir à tenir le coup et à absorber le choc. Donc ça, c'est Après, voilà, ça, Alexis, important. Si je puis me permettre, on peut quand même difficilement l'anticiper. La crise qu'on vit aujourd'hui, précisément, enfin, tu vois, crise ou pas crise, on ne peut pas dire ça. Le fait qu'il y ait une baisse d'activité, c'est le cas dans l'intégralité des cabinets, que ce soit gros cabinet, petit cabinet. Oui. Et la Sauf question, que si tu as des abonnements avant la crise,
tes abonnements, évidemment, tu peux les renégocier, mais ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain. C'est une discussion. Et tu as quand même ton flux qui rentre. Si tu as un abonnement, je ne sais pas, à 500 € par mois, ce n'est pas pour les particuliers, je parle des entreprises. Si tu as un abonnement à 500 € par mois pour t'occuper de tel et tel point dans une entreprise, crise ou pas crise, en fait, cet abonnement-là, il y a de fortes chances qu'il continue. Évidemment, ton client va peut-être te contacter à un moment donné pour le revoir. Mais en tout cas, ça va te permettre de lisser et d'avoir des revenus plus récurrents et de stabiliser tes sources de chiffre d'affaires. Donc, c'est plus compliqué pour le monde des particuliers, j'en conviens complètement. En tout cas, pour le monde des entreprises, c'est un bon moyen justement de mieux gérer des prochaines crises qui pourraient arriver. Bon, de toute façon, voilà, c'est juste pour vous ouvrir des portes. Le schéma du modèle alors, attention attention est très large. Oui, merci Alexis et Clémence. C'est alors un point très technique sur lequel il faut effectivement être très vigilant, parce qu'en fait, normalement, vous êtes en train de faire du crédit sans le savoir, avec finalement le paiement, que ce soit en 3 fois ou en 10 fois sans frais. Je doute d'ailleurs qu'en 10 fois sans frais, soit autorisé par le Code monétaire et financier. Donc, il faut regarder. Je sais qu'il y a des fiches pratiques du CNB également sur ces questions-là, des ressources sur l'intranet, qui est en fait notre espace pro sur le site de l'Ordre. Donc, attention, vérifiez bien par rapport à vos modèles de convention d'honoraires comment tout ça peut se mettre en place. Alors, c'est vrai que moi, on m'a toujours dit, et je me souviens même des éléments appris à l'école d'avocat sur ce sujet, ça commence un peu à dater, même si je ne fais pas mon âge. Et typiquement, bien sûr que si vous avez un paiement avec plusieurs chèques, il est préférable d'ailleurs d'éviter des antidatés. Mais à partir de là, sachez que c'est quand même des questions techniques et que s'il y avait un contentieux, il faut faire attention. Donc, n'hésitez pas à revenir aux sources disponibles sur les sites du barreau de Paris et du CNB. Ok. Alors en tout cas, on voit que la question des honoraires suscite beaucoup d'intérêt. En fait, elle est extrêmement stratégique en ce moment. Pour vous, c'est vraiment hyper clé. Il n'y a pas une solution, il y a des solutions, il y a plein de manières de l'appréhender. Mais effectivement, c'est le nerf de la guerre parce que c'est votre modèle économique. Alors, vous avez des enjeux court terme, vous avez des enjeux moyen terme, des enjeux long terme. Et c'est comment vous arrivez à organiser votre modèle économique pour à la fois ne pas réussir à capter de nouveaux clients. Et là, vous devez faire des efforts. Et comment vous arrivez à faire rentrer quand même de la trésorerie et à resécuriser tout ça. Donc, bon, après, voilà, tout le monde, je pense, a pu bénéficier peut-être de prêts garantis pour l'État. Essayez de profiter de cette petite bouffée d'oxygène. Vous avez 3-4 mois, peut-être 3 mois de trésorerie que vous avez pu remettre. Évidemment, ne le brûlez pas à zap. Essayez de le dépenser le plus sciemment possible, mais ça peut aussi vous permettre de permettre cette flexibilité-là vis-à-vis de vos clients. Alors après, sur les chèques sans provision et tout le reste, évidemment, vous pouvez toujours avoir de l'impayé. Après, est-ce que si ça vous permet de rentrer 10 clients contraints en lissant et que sur les 10, vous en avez un qui ne paie pas, vous avez quand même rentré 9 fois le montant des honoraires, quoi. Donc, c'est quand même pas complètement nul. Et vous n'allez pas avoir 50% de vos clients qui vont vous mettre des chèques sans provision. Ça peut arriver. Enfin, tout va dépendre de votre clientèle. Ça peut arriver, mais ça va être quand même peut-être pas anecdotique, mais plutôt rare. Donc voilà. Alors, on passe sur une autre offre cette fois. Donc, c'est une offre qui a vocation à accompagner la reprise économique des activités et qui va être orientée plutôt sur le droit du travail. Et cette offre, on l'appelle Sécu-Vide. L'objectif, c'est de permettre de proposer aux dirigeants d'entreprise et aux DRH les clés pour qu'ils puissent relancer sur le bon pied leurs activités. Du coup, comment ça va fonctionner? En fait, vous avez une offre dans laquelle l'avocat va travailler main dans la main avec des huissiers de justice pour accompagner les entreprises pour qu'elles puissent recréer les conditions de la reprise de leur activité économique. Donc, on retrouve la bonne vieille salle de réunion qui devient presque... on a presque l'impression d'être nostalgique quand on voit ce type d'image-là, pour ne pas avoir fait de réunion de ce type-là depuis un moment. Donc, on retrouve la bonne vieille salle de réunion et les bonnes vieilles habitudes de travail. Donc, ça y est, l'activité va reprendre, c'est super. Sauf que, et la ministre du Travail l'a rappelé, on va avoir des obligations qui vont incomber aux dirigeants, à l'employeur, et qui vont consister à mettre en place des aménagements pour protéger, pour créer les conditions d'une reprise en sécurité pour les salariés. Et ces obligations, bien sûr, il y aura des aménagements très pratico-pratiques d'organisation, mais il va y avoir également différents points de droit, de l'affichage, une modification peut-être du document unique, une information préalable des représentants du personnel, et ainsi de suite, qu'il va falloir respecter et qui
non seulement qu'il faut respecter par principe de sécurité, mais sur lesquels il faut évidemment réussir à collecter et démontrer que tout a été mis en œuvre. C'est là que l'huissier de justice peut être intéressant, peut être stratégique. Donc, du coup, vous le comprenez, l'offre, elle va être globale, d'accord ? On a une première approche, un premier temps dans lequel les avocats vont accompagner l'entreprise dans la mise en place des dispositifs en fonction de son secteur d'activité, en fonction de ses enjeux juridiques, bien sûr de sa taille, et va vérifier que toutes les bonnes décisions sont bien mises en place et sont bien implémentées au niveau de l'entreprise. Et le deuxième temps, afin de garantir véritablement et de démontrer, de prouver que ces aménagements ont eu lieu, on va travailler avec des huissiers partenaires sur toute la France qui vont pouvoir constater que les dispositifs de sécurité réels sont bien mis en place. Et effectivement, ces dispositifs de sécurité devront bien entendu s'appliquer au cabinet d'avocats. Alors, donc voilà, vous avez compris le principe de l'offre. C'est une offre dans laquelle, qui est intéressante parce que, et moi je suis assez convaincu de ça, c'est qu'avec cette crise, on va avoir aussi les professions du droit et du chiffre qui vont être amenées à travailler plus ensemble sur certaines problématiques. Et ici, je pense que c'est un bon exemple. Donc, des huissiers qui travaillent main dans la main avec des avocats en droit social pour proposer une offre globale et qui permet en un seul coup d'avoir un interlocuteur unique qui va permettre de vérifier, de mettre en place l'ensemble des éléments et surtout d'éviter que la responsabilité puisse être engagée après. Du coup, les engagements du cabinet ou d'une offre de ce type-là, ils seraient triples. D'abord, il faut évidemment, puisque le 11 mai, c'est demain, et en gros, vous avez 3 semaines, alors même si la reprise de l'activité va se faire de façon progressive, donc on peut imaginer qu'il y ait des mesures, qu'il y ait des dispositions qui viennent se préciser ou qui viennent s'ouvrir, des industries qui viennent s'ouvrir un peu plus tard. Il va falloir, dans tous les cas, que vos équipes, avocats et huissiers, soient extrêmement réactifs, parce qu'il va falloir être capable de mettre en place très vite ces éléments-là. Il va falloir créer une approche qui va être adaptée aux enjeux spécifiques de chacun. On le voit sur le site du ministère du Travail. Il y a des fiches qui ont été créées par secteur d'activité. Je crois qu'il y en a plus d'une trentaine avec des dispositions spécifiques pour chacun des secteurs d'activité. Donc, on se rend compte qu'il y a plein de mesures assez spécifiques, des préconisations assez spécifiques formulées par le ministère du Travail. Et puis, évidemment, il y a les notions de taille d'entreprise où les moyens d'information vont être très, très variables. Et puis, enfin, pareil, et on est toujours sur la même approche, on est sur un tarif fixe et on est sur une solution avec plusieurs échéances de paiement, si possible. Et donc, du coup, ce tarif fixe permet d'éviter à l'entreprise d'avoir des mauvaises surprises. Autrement dit, elle s'engage sur un montant, elle le provisionne ou elle s'arrange pour le mettre dans son plan de trésorerie et ça lui permet d'être tranquille. Alors, on commence à 1 500 €. Évidemment, si vous êtes sur une grosse PME sur plusieurs sites, on sera sur des prix qui n'auront rien à voir avec ça. C'est naturel et c'est ce qu'on explique ici. C'est bien sûr un prix de départ. OK, et voilà, pareil, ensuite vous avez un formulaire de contact à ce niveau-là. Pour info, j'ai parlé des huissiers tout à l'heure, mais le syndicat des huissiers et des huissiers en général ont lancé une offre qui s'appelle Reprise Éco et qui est justement sur le fait de prouver les aménagements qui sont faits au niveau des collectivités, au niveau des entreprises. Donc voilà, je vous le mets ici à titre indicatif, mais c'est en fait, je suis parti de cette offre-là pour me dire, mais il y a des liens évidents avec les avocats qui font du droit du travail, côté employeur, pour mettre en place différents points. Voilà. Ensuite, dernière offre que l'on va prendre, c'est l'offre des entreprises en difficulté. Je vais mettre en plein écran. Voilà, donc c'est une offre qu'on a appelée RESCO. Et en fait, c'est une offre qui est véritablement basée sur la sensibilisation de l'entrepreneur sur ses difficultés et le fait qu'il est essentiel qu'il prenne très en amont contact avec des professionnels du droit. Donc du coup, dès le départ, on le voit. Alors, on a cette dimension de traversée du désert, on est en difficulté, on n'a plus d'eau, l'entrepreneur est en souffrance. Et voilà, donc il est en difficulté, il est isolé la plupart du temps. Et au contraire, il va falloir être capable de casser avec cet isolement. Donc du coup, dès le départ, on affiche la couleur. N'attendez pas le dernier moment pour bien vous entourer. Les avocats, les partenaires experts comptables de RESCO vous conseillent et vous assistent pour surmonter les difficultés économiques de votre entreprise. On ne l'a pas ici contextualisé Covid, mais sur une offre comme celle-ci, ce qui pourrait être intéressant, c'est de travailler sur des verticales de secteurs d'activité. Par exemple, hôtellerie-restauration, activité à zéro. On sait très bien qu'une part très significative de l'industrie va mettre la clé sous la porte. Eh bien, comment vous pourriez marketer une offre spécifique pour eux en matière de difficulté. Ensuite, vous avez les activités intermédiaires, etc. Donc voilà, donc dès l'accroche, ici, on rentre dans l'univers de l'entreprise en difficulté. De la même façon,
vous voyez, toutes nos pages sont construites de la même manière. On travaille sur le contexte. Donc, les événements sanitaires récents sont une épreuve pour les entreprises. 60% de TPE et PME rencontrent des difficultés ou vont les rencontrer dans les prochains mois. Et dans ce contexte-là, il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard, que des mauvaises décisions soient prises. Il faut au contraire se tourner immédiatement vers des professionnels qui vont pouvoir vous permettre de prendre les bonnes décisions, de mettre en place, si c'est nécessaire avec la cessation de paiement, les bonnes mesures, les bons dispositifs en place pour déjà éviter que la responsabilité du dirigeant soit engagée, et puis le cas échéant, parce que tout n'est pas impossible, et c'est comme ça qu'on va orienter l'offre, aussi permettre de peut-être réévaluer certaines dépenses et sauver l'entreprise. Et donc ça, un expert comptable et un avocat peuvent travailler ensemble sur la renégociation de contrats, sur l'optimisation des dépenses ou sur l'obtention, évidemment, d'échelonnement de dettes. Alors, pourquoi il ne faut pas attendre le dernier moment? Puisqu'en fait, l'enjeu clé de cette offre, c'est de faire prendre conscience qu'il ne faut pas attendre le dernier moment. Donc, il faut mieux que cette prise de conscience ait lieu dès maintenant. Donc, si l'activité est fragile, avant même de constater la situation de cessation des paiements, il est essentiel de vous entourer des professionnels du droit et du chiffre pour 4 raisons. Et ces 4 raisons, ça va être que ces professionnels vont pouvoir aider le dirigeant à mieux définir les dépenses prioritaires, comment je dois arbitrer mes salaires, ma TVA et mon bail commercial, qu'est-ce que je dois payer en premier, qu'est-ce qui va engager ma responsabilité si je ne l'ai pas payé, et ainsi de suite. L'avocat va pouvoir réétudier les contrats commerciaux qui peuvent être devenus déséquilibrés suite à la crise Covid, et donc il va pouvoir retravailler l'équilibre commercial et donc renégocier un certain nombre de dispositions. On va pouvoir obtenir l'échelonnement de certaines dettes, que ce soit des dettes fiscales, charges sociales, mais également, pourquoi pas, avec des prestataires, des fournisseurs privés. Et puis enfin, on va pouvoir également prévenir les risques inhérents à certaines procédures en amont, toujours pareil, pour éviter que la responsabilité du dirigeant soit engagée. Ici, un petit livre blanc. Pourquoi un livre blanc? Parce que c'est toujours pareil, ça permet de positionner votre expertise. On pourrait imaginer que ce livre blanc, pour pouvoir le télécharger, on va collecter un nom, prénom et un mail et un téléphone qui va vous permettre ensuite de ressolliciter la personne. Alors évidemment, il faut donner à la CNIL, déclarer à la CNIL le fait que vous collectez des données à ce niveau-là, et pourquoi vous le faites et quel type de données, ainsi de suite. Et il faut que l'utilisateur l'accepte. Donc, vous allez télécharger, par exemple, un livre blanc sur les 10 erreurs à éviter quand l'entreprise est en difficulté. Et puis ensuite, on va… Donc là, ça, c'est la phase de sensibilisation, vous l'avez bien compris. On prend conscience, et plutôt que d'attendre le dernier moment, l'entrepreneur qui est en difficulté va se dire « Ok, peut-être qu'effectivement, il faudrait que je contacte un avocat, un expert comptable. » La plupart du temps, à ce moment-là, il va se dire « Ok, mais ça va me coûter combien ?» Et là, en fait, l'idée, c'est de le rassurer immédiatement sur votre accompagnement avec un premier rendez-vous de connaissance gratuit qui va permettre tout simplement de créer une première prise de contact et à la fois pour les professionnels de comprendre la situation, peut-être de donner déjà quelques clés d'information, pas de conseils, bien de l'information, puisqu'on est sur un premier rendez-vous gratuit, et puis ensuite, surtout, de pouvoir créer sa convention d'honoraires et de proposer une solution d'accompagnement qui va être adaptée aux enjeux spécifiques de l'entrepreneur. Donc, par exemple, audit de la situation économique, juridique de l'entreprise. Et puis, le cas échéant, deuxième étape, ça va être de mettre en place les meilleures options qui vont permettre à l'entreprise soit d'être sauvée, soit à l'entrepreneur de préserver sa responsabilité. Et là, immédiatement, on a ce qu'on appelle un call to action, c'est-à-dire un bouton qui incite à prendre rendez-vous au sein du cabinet. Ensuite, puisqu'on est toujours sur une logique d'information, de sensibilisation, le cabinet pourrait imaginer organiser régulièrement des webinaires d'information chaque semaine à destination de tous les entrepreneurs qui voudraient avoir une information sur ces sujets, en savoir un petit peu plus, savoir s'ils sont concernés véritablement par la situation ou non, et ainsi de suite. Donc, on pourrait imaginer ces webinaires d'information. Oui, mais vous pouvez expliquer concrètement comment déposer un site commun avec des experts comptables, surtout en ce moment. Alors, l'idée, ce n'est pas forcément de développer un site commun avec les experts comptables. Et justement, en préparant cette offre de service, on a pu en discuter. La plupart du temps, l'entrepreneur va avoir son expert comptable. Donc, en fait, ça va plus être des équipes par dossier qui vont se créer. C'est-à-dire que vous, en tant qu'avocat, vous allez travailler avec l'expert comptable de l'entrepreneur. Si effectivement l'entrepreneur n'a pas d'expert comptable ou qui ne souhaite pas que son expert comptable soit au courant ou qu'il se fâche avec son expert comptable, à ce moment-là, on pourrait imaginer effectivement que vous fassiez appel à un expert comptable avec soit des honoraires séparés, soit des honoraires communs. Là-dessus, je ne sais pas s'il y a des règles déontologiques particulières qui s'exercent pour l'expertise comptable, mais effectivement, là-dessus, à vous de travailler avec un réseau d'experts comptables de confiance avec qui vous pourriez prendre ce type de dossier.
Voilà. Et toujours de la même manière, on a ici un formulaire de contact qui permet d'en savoir plus. Donc pareil, ici, vous voyez, on n'est pas sur une approche front, on est vraiment sur une approche de sensibilisation et avec une volonté. En fait, il y a deux types de volonté, soit d'avoir un premier rendez-vous gratuit, soit de faire en sorte qu'une personne s'inscrive à votre webinaire d'information. Donc voilà pour les 4 offres qu'on voulait vous présenter. Vous l'avez compris, ça n'est que 4 exemples parmi les centaines qui peuvent exister aujourd'hui. L'idée, c'est de vous montrer que ce n'est pas forcément compliqué, ce n'est pas forcément énormément de contenu à produire, mais que ça doit être pensé véritablement autour du client dans un langage simple qui puisse immédiatement comprendre où va se situer votre valeur ajoutée d'expert. Donc j'espère que ça a été assez clair et que le message est bien passé à travers cette heure et demie, presque 2 heures maintenant qu'on passe ensemble. Parfait, merci Alexis, merci Clémence. Donc moi je retiens en tous les cas que il est grand temps d'agir, que les solutions finalement sont technologiquement implémentables, pour prendre un terme compliqué, rapidement et simplement, dès lors que on sait ce qu'on a envie de faire, on sait ce qu'on sait proposer et qu'on peut le traduire effectivement sur une offre à la fois lisible parce que justement un minimum réfléchi en amont et adapté finalement, on a compris, avec beaucoup d'empathie le plus possible sur et aligné donc, les besoins clients avec les mots des clients. Je me souviens moi toujours d'une expérience que j'ai heureusement vécue lorsque j'ai notamment le faire d'une certaine manière pas mal d'expériences sur le sujet où un confrère m'avait dit mais moi j'ai tout simplement récupéré plein de clients en publiant sur le Village de la Justice un article qui était clairement une question de comment régler les litiges sur des couples binationaux, en l'occurrence France et Maroc, et ça lui ramenait un dossier tous les mois ou presque. Donc finalement, c'est cette démarche-là qu'il faut savoir peut-être d'autant plus facilement mettre en œuvre dans ces circonstances un peu compliquées. C'est l'heure maintenant peut-être de passer en revue toutes les différentes questions. Il y en a à la fois qui relèvent finalement pas mal et ça revient beaucoup sur la déontologie. Je vous propose de commencer peut-être par celle-là. Alors, la première question, elle était de savoir justement qu'est-ce qu'on doit faire auprès de l'ordre quand on veut créer ce type de site Internet. C'est toi le spécialiste, non? Eh bien, donc, je vais À ma connaissance, le monde du concept de l'ordre, c'est quand même toi, non? Je veux bien prendre 2 points, mais je préfère que tu le prennes, Eric. Eric, je pense que là, tu reprends alors avec grand plaisir. Donc, si vous voulez avoir des réponses précises sur toutes ces questions-là, il y avait, sous le mandat de Christiane Ferralchul, lorsqu'elle était bâtonnier, un vadémécum du numérique qui est excellent et qui, sauf erreur, est toujours en ligne. Et très précisément, étape par étape, eh bien, vous saviez ce qu'il faut faire quand il faut le faire. Donc là, pour revenir sur les exemples qui ont été évoqués, tout simplement, vous travaillez avec votre agence web préférée ou votre freelance, et puis vous nous saisissez via effectivement donc l'espace pro, hein, où vous avez un espace déontologique sur votre projet. Et donc, nous, on va faire effectivement le point de contrôle qui s'impose. Donc, rassurez-vous, les points de contrôle, ils ne sont pas si nombreux que ça. Hein. C'est tout simplement ceux que vous allez retrouver dans le RIN et dans le RIBP. Il n'y a pas vraiment de particularité. Mais encore, faut-il le faire. Sauf erreur de ma part, on a 2 membres de l'incubateur qui, justement, sont à la commission. Et je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas... Enfin, par rapport au nombre de sites internet d'avocats, je crois qu'il n'y en a pas autant qu'ils devraient qui justement saisissent l'ordre. Donc, il faudrait peut-être que ça devienne un automatisme pour nous dès lors qu'on met en ligne notre site internet. Je crois que ce n'est pas fait à chaque fois et que ça devrait peut-être être le cas pour vérifier qu'on est bien en conformité. Évidemment, il y a un principe d'égalité et de ce point de vue-là, ça paraît tout à fait loyal et de bon ton de le faire. Sachez quand même que effectivement les travaux de cette commission communication, publicité, démarchage impliquent que justement dans leur point de contrôle de vérifier qu'il n'y a pas de propos laudatifs, hein, qu'il y ait des confrères qui se permettent notamment de dire qu'ils sont meilleurs que les autres. Voilà, c'est assez malvenu. Un des points de contrôle réguliers également, et j'ai vu qu'il y avait une question aussi à ce sujet, c'est est-ce qu'on a le droit d'avoir une sorte de livre d'or
sur son site web où on publierait des témoignages de ses clients? Là, la réponse, elle est clairement non, puisque pourquoi plus sur votre site internet que sur un autre support? Donc ça, c'est pas envisageable. Après, vos clients sont libres de publier ce qu'ils veulent sur vous, sur les réseaux sociaux. Je viens de voir passer une question sur comment avez-vous développé les 4 mini-sites qu'on a présentés. En fait, ce qu'il faut comprendre, ce sont juste des maquettes. Hein. C'est des maquettes dynamiques. Enfin, pas dynamiques d'ailleurs, c'est juste des maquettes tout court. Donc, en fait, le site n'est pas intégré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de code derrière. On vous montre juste la plage du site. Après, si on devait l'intégrer, il faudrait un site comme ça se fait en une journée. Hein. Quand il n'y a qu'une page, ça va relativement vite, si tous les contenus sont OK, etc. Mais voilà, donc en fait, c'est pour ça que je vous disais, en fait, le travail le plus stratégique, c'est pas tellement d'intégrer un site d'une page. Ça, techniquement, c'est très facile à faire, enfin, sauf si vous avez de l'existant qui est lourd, compliqué à utiliser, et ainsi de suite. C'est plus le travail stratégique qui est en amont et le travail design. Là, c'est clé et c'est ce qui prend et c'est ce qui peut vous prendre un peu plus de temps et c'est en fait ce qui va vous coûter aussi un peu plus cher parce que le reste, c'est de l'opérationnel pur. Donc ça peut, voilà, en principe, vous trouverez des prestataires pour le faire à un prix qui est largement acceptable. Donc là, les sites qu'on vous a montrés, en fait, c'est vous avez une impression de site, mais en fait, vous n'avez pas une ligne de code derrière. Voilà. D'ailleurs, Alexis, il faut peut-être dire, bon, évidemment, ce n'est pas bon pour les prestataires, mais pour certains confrères qui n'auraient pas nécessairement justement la possibilité d'investir, il faut quand même le dire, c'est qu'aujourd'hui, on a la possibilité de faire des sites Internet sans passer par un prestataire. Oui, tout à fait. Alors, ce sera évidemment peut-être moins qualitatif que par un prestataire avec qui on passerait plus de temps, mais sincèrement, sans être un geek, pour avoir déjà essayé à titre personnel, il y a vraiment aujourd'hui des outils qui permettent de faire des sites Internet assez facilement. Tout à fait. Tout à fait. Alors justement, c'est la question de combien ça coûte. Vous avez des outils qui vous permettent de faire les sites qui coûtent entre 10 et 50 € par mois. Et après, si vous deviez développer un site comme ça, uniquement la partie design, pas la partie stratégique, hein, uniquement design plus site, vous pouvez trouver des prestataires qui vous le feront à 1 000 € sur du WordPress, par exemple. Ça se trouve sans souci. Voilà. Après, tout va dépendre de votre niveau d'exigence aussi. C'est-à-dire que si vous êtes… En fait, ce qu'il faut comprendre quand vous lancez des sites comme ça, ne soyez pas pointilleux. Ce qu'il faut, c'est aller le plus vite possible sur le marché et regarder ce qui se passe. Donc, ne soyez pas pointilleux à la virgule près. Le logo, est-ce qu'il vous va, est-ce qu'il ne vous va pas, qu'est-ce qu'il inspire? En fait, on s'en fiche un peu. C'est lancer votre offre de façon bien structurée, regardez ce qui se passe. S'il commence à y avoir de la traction, si ça commence à fonctionner, s'il y a des gens qui viennent vous voir avec votre site, à ce moment-là, vous allez itérer et progressivement l'améliorer, à la fois en termes de design, en termes de nouvelles pages, etc. Mais si vous avez des clients, de toute façon, vous aurez une source de revenus. Et si vous avez une source de revenus, vous pourrez la réinvestir pour faire progresser votre site et votre stratégie. Ce qu'il faut, c'est commencer, ce que j'appelle moi quick and dirty, c'est-à-dire qu'il faut être vraiment capable d'aller vite, même si c'est un peu sale, même si c'est un peu moche, c'est pas grave. Essayez, lancez-vous et progressivement, ça va prendre et puis vous allez améliorer, ça va devenir joli, propre, etc. Donc voilà, ne dépensez pas plus de 1 000 € pour un designer intégrateur pour un site comme celui-ci. C'est ce que ça vaut, quoi. Et vous trouverez même peut-être des gens qui vous le feront à moins que ça, mais c'est globalement le prix que ça coûte. Et après, encore une fois, vous pouvez tout à fait le faire vous-même avec des outils pour 15 € par mois avec du Wix. Vous pouvez le faire avec Avocalix aussi. Pareil, on en parlait la semaine dernière. Alors non, je ne place pas de produits, je ne suis pas payé pour vous donner des outils. Je vous donne simplement des outils que j'utilise ou que je connais bien. Ici, que je cite, mais il en existe des tas d'autres, hein, des éditeurs de sites Internet, et qui sont très faciles à prendre en main. Et là, ça vous coûte juste votre temps, en fait. Voilà. Il y avait quoi comme autre question? Il y avait une question assez récurrente aussi sur les références clients. Je la garde, cette question, puisqu'elle est aussi Déonto, connotation déontologique. Donc, ce qui est clair, c'est que l'article 2.2 du RIN autorise les références clients, notamment et uniquement dans le cadre d'appels d'offres pour des collectivités territoriales, c'est-à-dire où l'État, la commande publique. Donc, de ce point de vue-là, c'est quand même une exception très refermée, très resserrée. On en pense ce qu'on en veut, mais on n'arrive pas à faire évoluer cette question-là. Donc, on doit faire avec. Et si vous êtes sur des marchés privés où on vous demande ce type d'informations, donc, comme j'ai dit, surtout pas sur votre site Internet, hein, puisque ça reviendrait à faire ce livre d'or d'une certaine manière, créerait une rupture d'égalité entre confrères. Donc, il reste une solution.
ce que je fais moi personnellement, c'est-à-dire que par typologie de clients, je décris un peu les profils et par nature d'affaires, année par année, je décris un petit peu ce que je peux faire pour mes clients. Alors évidemment, peut-être que même en essayant de les anonymiser, on va finir par les reconnaître, mais enfin, au moins, j'aurais respecté la déontologie et je vous invite en effet à procéder de cette manière-là. Donc ça, sur son site internet, même de manière anonymisée, alors pas directement sous forme de tableau, ce serait un peu, je pense, brut de décoffrage, enfin du moins pas très parlant, mais évidemment qu'on peut toujours une page sur vos clients, à ce que vous faites pour eux, mais plutôt en mode témoignage, mais encore une fois de manière anonymisée. Complètement. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions de certains d'entre vous? Et oui, c'est vrai. Comment tu tiens, je vais te mettre mal à l'aise, Eric. Comment tu gères les grands cabinets qui mentionnent le nom de leurs clients sur leur site internet, sans en citer, bien sûr? Ça fait au moins 20 ans que ce problème existe. Donc, eux vont vous dire, oui, mais nous sommes une société de droit américain et là-bas, c'est parfaitement possible. Et le compte de l'hypocrisie, c'est qu'effectivement, ils pourraient finalement prévoir que les clients, tout simplement, leurs prospects, aient trouvé la même information en changeant simplement l'extension du .fr ou .eu en .co.uk maintenant, ou peut-être .us. Donc, c'est vrai que d'une certaine manière, c'est ce qui explique pourquoi on ne va pas pouvoir effectivement poursuivre tous les cabinets, puisque, qu'on le veuille ou non, la magie de l'Internet, c'est que par définition, c'est international. Donc, ce serait un travail sans fin et on arriverait de toute façon aux limites territoriales de compétences de nos services ordinaux. Donc oui, il y a une petite rupture d'égalité là-dessus et c'est pour ça que moi, je l'ai dit, je le redis, je trouve qu'effectivement, notre cadre déontologique mériterait d'être en tous les cas revu sur ce point-là. Et là, je vois une autre question qui intervient et moi, j'avais entendu effectivement que dans la mesure où une opération, un cabinet était cité dans une opération dans la presse, il était acceptable qu'il reprenne cette information-là sur son site internet et sur ses réseaux. On est raccord sur ça ou pas? Alors là, vous faites un lien effectivement hypertexte vers du contenu extérieur. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait que vos clients étaient libres de dire ce qu'ils veulent. Heureusement, il y a une liberté de la presse et donc il faut absolument évidemment considérer que si votre client est à l'origine de cette communication, et bien sûr on est d'accord, hein. Je profite aussi pour rappeler que même pour les références en droit public, il faut de toute manière l'accord du client. Ça peut s'envisager. Mais on voit bien que c'est de manière détournée et qu'il y a sans doute un petit peu d'hypocrisie dans tous les cas. Ok, et là, du coup, on a la question sur les avis Google. Je pense que vraiment, en fait, il faut qu'on fasse quelque chose sur ces avis. Hein. Il faut qu'on fasse une formation là-dessus. Alors là, en revanche, sur les avis, c'est très clair. Hein. Je redis, liberté d'expression oblige. Votre client exprimera ce qu'il veut, comme il veut, et y compris sur des réseaux sociaux ou des sites d'évaluation. Sachez que la Cour de cassation a eu l'occasion de dire d'ores et déjà, il y a un arrêt qui a maintenant 4 ans, si je ne m'abuse, qui a retenu tout simplement que le professionnel du droit est un prestataire de service comme un autre et qu'à ce titre, il n'y a pas de règle particulière pour limiter la liberté de quiconque de s'exprimer sur tout support de ce point de vue-là. C'est vrai que gérer sa e-réputation en ligne, ça commence par ce qu'on a vu ce soir, hein, une offre pertinente et mise à jour, mais ça nécessite sans doute de faire aussi un petit peu de veille. Complètement. Ok. Aux avis, là, je vois, en revanche, il y a quand même une possibilité de soit répondre publiquement en disant « Madame, monsieur, je ne vous connais pas, vous n'avez jamais été client au cabinet », ce qui est sans doute la manière la plus utile et pragmatique de le faire, soit évidemment de pouvoir tout simplement signaler un contenu abusif auprès de Google. Ok. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Hein. Si on a fait le tour des questions, sauf si vous avez d'autres indications à donner, je vous propose
de clore cette formation. Je vous remercie infiniment d'avoir animé et modéré cette formation. J'ai vu également que bon nombre de questions qui ont été posées dans Q&R ont trouvé réponse. Si tant est que des réponses n'aient pas été apportées, n'hésitez pas à nous saisir, évidemment. On est à disposition et les services sont à votre disposition également pour répondre à vos questions. Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée, à vous inviter à nous suivre lors des prochaines formations et notamment la toute prochaine jeudi 23 avril qui concernera les procédures collectives de 17h à 19h. Je vous souhaite une excellente soirée et surtout prenez bien soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Au revoir. Bien. Ce que je propose, c'est qu'on éteigne Facebook Live. Oui, et je ferme la réunion. Et ensuite, on ferme la réunion, ouais.